Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bon dimanche à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de Cam10 TV. Bienvenue à cet échange du dimanche, justement, l'actualité telle que vue cette semaine au Cameroun. On évoluera ensemble pour essayer de trouver davantage des éléments au questionnement que se sont vus les Camerounais entendre cette semaine. On parlera notamment du code électoral. Que peut modifier ou peut apporter l'opposition camerounaise à la lumière de ces rencontres tenues cette semaine, ici même à Yaoundé. On en parlera au cours de cette émission ce soir et puis on s'intéressera également à l'habitat social dans notre pays, à la lumière de ces préoccupations des populations et même des députés à l'Assemblée nationale cette semaine sur la politique mise en place par le gouvernement de la République en vue d'accompagner l'habitat social dans notre pays, le Cameroun. Nous évoluerons dans cette émission ce soir, toujours en parlant d'économie avec ces entreprises camerounaises qui sont pour la plupart menacées par la pandémie. Comment faire pour la relance? Le cas pour ces entreprises qui disent ne pas pour autant recevoir autant de devises afin de relancer l'économie nationale. Derrière cette volonté, on voit quand même que beaucoup d'entre elles peuvent fermer boutique. La réaction, il y a quelque temps, du président du gouvernement interpatronal du Cameroun a d'ailleurs fait les choux gras de la presse. On parlera de tous ces sujets et bien d'autres ce dimanche sur les antennes de Cam10 TV. Madame, Monsieur, une fois de plus, merci d'avoir choisi le grand débat du dimanche. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite avec nos invités. Une fois de plus, merci d'avoir choisi Cam10 TV. Nous sommes le dimanche 4 juillet de l'an de grâce 2021 en direct sur nos antennes à partir de quartier Kondengi. C'est à Yaoundé. Et ce dimanche, nous recevons des personnalités pour échanger sur les thèmes qui viennent d'être évoqués à l'entame de cette émission. Parmi ces personnalités, l'ancien ministre Elvis Ngolé Ngolé, l'enseignant également, nous fait l'insigne honneur de nous retrouver dans le studio de Cam10 TV. Bonjour, monsieur le ministre, et bienvenue. Bonjour, cher. C'est toujours un très grand plaisir d'être avec vous et surtout bonjour à monsieur Noir, le co-panéliste. Je crois que partager un plateau dans une grande émission comme le Grand Débat, pour moi, c'est un moment fort et je pense que et j'espère que nos téléspectateurs vont apprécier et seront enrichis par les échanges que nous aurons sur ce plateau. Donc, une fois de plus, je salue mon co-panéliste, M. Noir. Merci bien, c'est Cam10 TV qui est honoré de vous recevoir dans le cadre du grand débat de ce dimanche. On fera plus un débat scientifique sur les questions qui intéressent les Camerounais avec à la sortie des éléments de réponse, pourquoi pas, sur des changements qui peuvent survenir. Mais je commence avec vous sur cette préoccupation. Les Camerounais ont accompagné à sa dernière demeure, c'était hier, donc ce week-end, l'ancien chef du gouvernement Simon Achidi Achou qui a été inhumé donc à Santa dans la région du nord-ouest Cameroun. Quelle image particulière, vous qui avez assisté à ces obsèques, gardez-vous de cet illustre disparu? Oui, j'ai connu l'ancien Premier ministre Achidi Achou comme un parent, un père, un sage, puisque je l'ai connu depuis les années 90. Et tout le temps, il a été toujours comme un homme qui était attaché aux valeurs humaines. Il était très ouvert à tout le monde. C'était quelqu'un qui menait une vie, et même dans son style de faire la politique, il n'avait pas d'ennemis, il n'était pas quelqu'un qui prenait la revanche, il était toujours quelqu'un qui voulait être avec tout le monde et qui voulait toujours faire du bien à tout le monde. Et il partageait beaucoup et c'est pour cela qu'il est bien connu dans son slogan,
sa définition de la politique, il dit politique Nanjangi, you scratch my back, I scratch your own. Puisque pour lui, la politique, c'était pour lui un service sans distinction, un comportement qui n'avait pas de mur. Il faut partager, il faut servir et il faut toujours avoir le cœur pour tout le monde. Toujours l'intérêt humain. Et l'intérêt humain, l'intérêt général, il était toujours, et je crois que jusqu'à sa mort, et vous voyez donc que la reconnaissance que la nation lui a donnée montre que c'était quelqu'un qui était aimé par beaucoup de gens, puisque pour lui, la politique n'était pas une guerre, la politique n'était pas une chose où il faut créer des ennemis. Il n'y avait pas des ennemis en politique. Et je crois que c'est pour cela qu'en fin de compte, je peux dire qu'il a réussi. Et sa des vie obsèques, en tant de qu'homme manière politique, homme particulière. d'État, et les obsèques ont montré. Et il y avait une forte... Il y avait une foule, il y avait tout le monde. Merci. Je peux dire merci. Merci bien. Ce sont des obsèques officielles qui ont été décrétées par le chef de l'État du Cameroun. En tout cas, on a eu l'occasion d'échanger avec l'ancien Premier ministre à Santa, dans la région du nord-ouest Cameroun, pour évaluer et voir ce qu'il a fait de beau et de grand pour cette partie du pays. En tout cas, il n'est pas exclu que les Camerounais s'intéressent à ces œuvres immenses qu'il laisse dans le cadre des magazines réalisés. On a eu l'occasion d'aller tout près et de toucher du doigt ces réalités. Le second invité de notre échange ce soir, il est secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Roger Justin Noah est notre invité ce jour. Bonjour Justin et bienvenue. Bonjour à vous, M. Bondje, et merci pour l'honneur que vous faites en m'invitant pour la première fois à votre émission. Je voudrais saluer Monsieur le ministre Ngolé, que je respecte beaucoup. Il n'a pas trop de casseroles comme les autres. Mais permettez-moi aussi de saluer nos nombreux militants et sympathisants qui croupissent encore dans les prisons infestes du régime pour tout simplement avoir exprimé une opinion politique, alors qu'on nous dit que nous sommes dans un État démocratique, un État de droit. Dans un État de droit, l'on devrait savoir que le droit à la manifestation est inaliénable. Il est inscrit tant dans la Constitution de notre pays que dans des instruments internationaux que notre pays a ratifiés. Permettez-moi enfin d'exprimer mon étonnement face à l'application à géométrie variable des mesures de protection contre la Covid-19. Il y a 2 semaines, je suis rentré d'une réunion à la préfecture de l'Anguilla, à Ebolova, durant laquelle il était question, je pourrais préciser que cette réunion avait été convoquée uniquement pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, puisque autour de la table, il y avait monsieur le préfet, il y avait les 2 sous-préfets d'arrondissement, il y avait les maires d'arrondissement, il y avait le maire de la ville. Et il y avait en face uniquement comme parti politique le représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous, on a fait le déplacement, nous ne voulons pas le laisser seul. Mais ce qu'on a observé là-bas, c'est qu'on voulait utiliser les mesures barrières pour empêcher que notre parti, le MSC, puisse mener ses activités. On a invoqué cela, on a dit on ne veut pas. Or, nous pensions faire la sensibilisation des Camerounais afin qu'ils s'inscrivent massivement sur le contexte sanitaire. On nous a dit non. Mais voilà. Il y a ce contexte sanitaire. Voilà, vous voyez, le gouvernement lui-même. Il préoccupe tout le monde. Hein? Oui, il ne me semble pas. Parce que vous venez de parler, n'est-ce pas, des obsèques de l'ancien Premier ministre. Vous avez dit qu'il y avait foule. Ben, les mesures barrières sont claires. Pas plus de 50 personnes. Mais là, il y avait foule. Foule, ce n'est pas 50 personnes. Ça veut dire pourquoi est-ce que ces mesures-là ne sont pas respectées dans ces conditions-là? Alors que quand il s'agit des manifestations, des activités, des réunions d'un parti comme le Nord, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, on nous dit non, il y a les mesures barrières. Donc les mesures barrières là ont des yeux. Quand c'est le RDP, ça ne voit pas. Quand c'est le MSC, ça voit. Merci. C'est vrai que c'est une entrée assez fracassante. En tout cas, on aura une émission en toute civilité également, en toute intelligence, pour que nous puissions apporter le nec plus ultra en matière d'information à tous nos téléspectateurs qui nous retrouvent tous les dimanches sur cette antenne. Avec vous, Roger Justin, on parle de cette information qui a semblé, ou alors qui est en circulation sur les réseaux sociaux, relativement à un déplacement du professeur Maurice Kamto, parlant
de visa qui n'a pas été accordé. Et puis par la suite, il a fait le point sur les manifestations de l'Europe et dégagé le MRC de cette responsabilité-là, que le parti n'est pas impliqué dans ce qui pourrait arriver du côté de la manifestation qui avait lieu hier à Paris. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Je pense que notre secrétaire national chargé de la communication du parti a commis une mise au point en ce qui concerne le fameux visa refusé. C'est une information qui est fausse, cela n'est pas vrai. Maintenant, en ce qui concerne les manifestations de Paris, je voudrais dire que non, il ne faut pas faire de l'amalgame là non plus, parce que le communiqué du président Maurice Kamto parlait plutôt de manifestations à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, à Yaoundé ou ailleurs. Ce n'était pas relativement à la grosse manifestation d'hier à la place de la République. C'est deux choses complètement différentes. Donc nous avons eu des informations par rapport à ce que certains gens allaient manifester sous la bannière du MSC, alors que nous n'avions organisé aucune manifestation devant aucune ambassade des États-Unis dans aucun pays du monde. C'est de ça qu'il est question. Par contre, même si il avait déjà clairement dit qu'il ne pouvait pas être à Paris pour la manifestation meeting-marche d'hier, mais il a clairement dit au cours d'un communiqué qu'il soutenait cette manifestation-là et que le parti y était impliqué. C'est tout. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Parce que le dire comme ça, c'est comme si on tournait le dos à la manifestation de Paris. Non, nous ne tournons pas le dos, nous avions été impliqués du début à la fin. Donc vous êtes parmi ceux qui ont manifesté à Paris? Oui, les militants du MS ont effectivement manifesté, sont venus de partout en Europe pour manifester avec les autres Camerounais. Parce qu'il ne faut pas voir, ce n'est pas seulement ceux qui ont manifesté là, ces centaines de Camerounais qui ont manifesté là, ce n'est pas seulement des militants du mouvement pour l'assistance Cameroun. C'est des Camerounais qui sont concernés par la situation critique de notre pays, qui veulent que les vieux qui nous gouvernent là évoluent à tout vent, permettre que le pays aille de l'avant en prenant les mesures qu'il faut, par exemple la réforme consensuelle du système électoral, pour qu'on puisse avoir dans notre pays comme ailleurs des élections crédibles et transparentes. C'est de ça qu'il est question. Que ces gens-là arrêtent. Je vous reviens, c'est la première partie. Et je termine par là. Leur préoccupation, c'est que ces gens-là arrêtent, n'est-ce pas, cette guerre fratricide qui a cours dans les régions nord et sud-ouest. Et enfin, que ceux qui ont volé les plus de 180 milliards là, rendent gauche, qu'on arrête de nous dire que non, on va cacher le rapport. On veut le rapport. Je voudrais vous rappeler qu'il y a dans ce pays une loi de juillet 2018 portant code de transparence dans la gestion la gestion de finances publiques et la bonne gouvernance. Mais vous vous rendez compte que ce code-là demande un rapport comme celui de la Chambre des comptes. Il devrait être rendu public sur le site de la Chambre des comptes. C'est une prescription, c'est une loi. Ce n'est pas qu'on demande un avis, c'est une loi. Mais quel est ce gouvernement qui ne respecte pas ces lois? Mon Dieu, quel est ce gouvernement-là? Merci, Justin Noah. Est-ce qu'on leur a forcé ces lois? C'est eux-mêmes qui ont adopté ces lois-là. Pourquoi ne respectez pas les lois? Des échanges. De toute manière, monsieur Serge, nous voulons le rapport. Nous sommes qu'en début d'émission. Nous voulons le rapport. Nous sommes qu'en début d'émission. Oui, je sais, mais nous voulons le rapport. Oui. Je vous reviens. Le temps pour nous d'aller du côté. Il y avait de l'excellent, du bon et du moins bon à la une de la centaine de tabloïds de Paris en kiosque cette semaine au Cameroun. Par ordre croissant, la presse a d'abord ouvert ses canons sur le secteur de l'eau et de l'électricité. Pour le bien-être des Camerounais, la pénurie en énergie électrique est un frein à l'industrialisation. À l'UQAM, Dangote, Simecam et toutes les autres grandes entreprises basées au Cameroun
ne tourne pas à plein régime selon EcoNews, un problème pour l'émergence de notre pays. Au rang des solutions, Gaston Elundou Essomba lance bientôt un projet d'alimentation de 20 villes secondaires en eau potable et en forage industriel pour limiter les pénuries d'eau. D'un autre côté, il faut mobiliser 458 milliards de francs CFA pour résorber le problème d'électricité dans le septentrion selon l'œil du Sahel. 265 milliards de francs CFA sont-eux nécessaires pour stabiliser la qualité et la quantité de l'énergie électrique dans le grand sud du pays, d'après les études de Essingang. Un investissement colossal donc, un peu comme les 5500 milliards de francs CFA nécessaires pour booster les économies du Cameroun et du Congo. Il permet déjà au Cameroun d'aller vers la construction d'un chemin de fer historique selon le soir. Le protocole d'entente entre le gouvernement et les partenaires techniques a été signé cette semaine. Le démarrage des travaux du chemin de fer devant relier Mbala à Makribi est donc imminent. 540 km de voies ferrées devraient bientôt sortir de terre, à en croire Politics. Sur l'axe Yaoundé-Douala, le train est sur les rails à mode express. 4 nouvelles voitures ont été mises en service et en circulation par Camrail. La voie ferrée repart à toute vitesse après le drame d'Ezeka, relève le soir pour s'en féliciter. L'élite, Louis, se félicite du confort des nouvelles voitures. Le voyage inaugural ce 1er juillet a été plus long mais bien plus confortable que ce à quoi les Camerounais avaient été habitués par le passé. Il y a donc de quoi dire bravo au ministre des Transports pour Paul Ngouaré dans son plus de réalité. Une revue de presse qui porte la signature de Trésor Bounet. On a eu l'occasion de voir, de découvrir les principales unes parues cette semaine qui s'achèvent dans les villes du Cameroun. C'est vrai que peut-être une attention particulière a été portée sur un des titres qui vous a forcément intéressé. Je commence par vous, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui a été diffusé dans ces différents éléments? Oui, toujours, vous savez que je suis parmi ceux-là qui soutiennent la liberté de la presse, la liberté tout court, puisque je pense que en tant que République, tout le monde est libre de s'exprimer. Et je pense que, conformément à la loi, bien sûr, puisque, en fin de compte, nous sommes dans un état de droit. Et donc, tout ce qui a été dit dans la presse et les titres qui ont fait les unes des journaux, je crois que nous sommes tous enrichis quand on voit que la presse s'intéresse à l'actualité, aux activités parlementaires, et même celles qui ont déjà l'électricité. Je suis de côté de... j'ai fait plusieurs années avec le président du parti, donc M. Noah et un illustre personnalité, c'est comme EGA, le professeur Kamto. Nous avons enseigné à l'ERIC, qui lui il enseignait le droit public, j'enseignais la politique, la science politique, politique comparée. Et nous avons eu beaucoup d'années à échanger et aussi à encadrer beaucoup de nos jeunes. Vous savez, quand le Parlement fonctionne, il joue son rôle, puisque le Parlement est une institution étatique républicaine qui est là pour la promotion, la défense des intérêts de leurs constituants. Et en tant qu'élus de la nation, tout ce qui touche la nation, je crois que les parlementaires ont le droit de s'intéresser. Et je ne suis pas contre, et je suis très content que les élus de la nation s'intéressent à la chose publique qui permet à ce que nous soyons un peu soulagés, puisque... Et tout ceci dans l'intention d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. On a également vu dans cette revue de presse, on parlait beaucoup plus d'énergie électrique avec le déficit à résoudre, en plus de 400 milliards de francs CFA, encore à mettre sur pied. Justin Noah, il y a quand même des éléments qui ont retenu votre attention dans cette revue de presse et pour qu'on ouvre finalement la première thématique. Oui, justement, ce problème de l'électricité, ce problème d'eau. Vous imaginez un pays comme le nôtre, plus de 40 ans après l'indépendance, nous ne pouvons pas avoir une énergie permanente, ne serait-ce que dans les villes.
Et surtout les deux métropoles, Douala et Yaoundé. À Yaoundé, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie de 7 sur 7 et de lundi à vendredi, du matin au soir. C'est intermittent. La même journée, pour avoir plusieurs coupures. Mais c'est étonnant. Et je vous rappelle que le président Paul Biya avait dit qu'on avait désormais accès à l'énergie à tout moment. Mais c'est curieux. Mais ce président-là, j'ai l'impression qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Parce qu'il dit une chose, qui peut être... Laissez-moi terminer, ne me peux pas. Il dit une chose qui est en réalité un slogan, mais la réalité est tout autre. C'est comme s'il lui vit au ciel et nous sommes sur terre. On lui raconte seulement les choses de la terre. Non, la réalité est là. Ceux qui sont alors dans les régions, les zones rurales en souffrent davantage. Il n'y a pas d'eau. Je vous prends un exemple. Vous arrivez, on avance, on a un timing aussi, oui, je sais. Vous arrivez dans un village comme le mien à Sambilmana. On a mis en place ce qu'ils appellent forage. En fait, c'est des puits modernes. Ça n'a pas fonctionné 6 mois. C'est tombé en panne. Et ces populations n'ont pas d'eau. Je suis maintenant en train de monter un projet financé pour mettre de l'eau à la disposition des populations. C'est du social, c'est une bonne chose. Mais écoutez, c'est pas normal. Mais est-ce que vous êtes aussi au courant qu'il y a des pays comme le Nigeria à côté où il n'y a pas d'énergie en permanence? Écoutez, les générateurs électriques pendant des jours et des jours. Laissez-nous souvent ces exemples-là. On veut se comparer aux meilleurs et non aux médiocres. Le Nigeria est médiocre, à votre avis? Voilà. Sur ce point, ils sont médiocres. Merci, c'était aussi à l'entrée de ce dimanche. C'est vrai que ça s'annonce un tout petit peu, emballé par moment, mais c'est aussi ça, les échanges avec des personnalités responsables dans le cadre du grand débat dimanche sur les antennes de Cam10 TV. Lucien Bidima Abisso nous a déjà rejoint, mais nous reviendrons à lui dans un petit moment, parce qu'avec lui on parlera également des thématiques restantes. Justin Noah, je vous donne la parole. Cette semaine également, l'opposition s'est réunie dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, pardon, parlant de cette mise en place d'une plateforme qui voudrait à terme modifier le code électoral au Cameroun et bien d'autres propositions à faire. Alors, cette rencontre qui s'est tenue ici avec les partis qui ont pris part à ces échanges, parmi lesquels l'UDC, on a vu votre parti politique, le MRC, le SDF et bien d'autres. Cette plateforme, finalement, à terme, qu'est-ce qu'elle recherche et quels sont les éléments jusqu'à cet instant précis qui sont considérés comme étant des propositions de cette plateforme politique? Vous savez, la particularité d'un pays démocratique, c'est la capacité d'organiser des élections crédibles, transparentes, libres. Or, vous êtes d'accord avec moi et la majeure partie des acteurs politiques du pays le disent, le savent même, nous n'arrivons pas encore à organiser dans notre pays des élections crédibles, transparentes et libres. Il y a beaucoup de soucis. Et nous, de l'opposition, et il y a même, je ne veux pas vous surprendre, des personnalités du parti au pouvoir qui sont d'accord qu'il faut reformer, n'est-ce pas, le code électoral pour qu'on puisse avoir des élections crédibles. Il y a pas mal d'aspects dans le code qu'il faut reformer. Je vais prendre seulement un exemple, un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Vous voyez, un jeune de 18 ans, il a la responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'il peut répondre pénalement de ses actes. Mais pourquoi est-ce que ce jeune-là ne peut pas participer au choix des dirigeants de son pays? Mais c'est contradictoire, ça saute à l'œil. Et ça, c'est une disposition qu'il faut à tout prix modifier. Et voilà pourquoi nous, de l'opposition, nous nous battons pour qu'on puisse mettre en place un code, un ensemble de règles qui puissent satisfaire tout le monde. Parce qu'il n'est pas bon que vous alliez à un match où les règles du jeu sont fixées par un seul camp, qui choisit d'ailleurs l'arbitre, et à la fin dit qu'elle vous donne même le score avant qu'on ne joue le match. C'est jamais ce qui se passe en ce qui concerne les élections chez nous. Je reste avec vous pour sortir. Il faut également parler de cette séance de travail qui avait une discussion générale. D'ailleurs, 2 points pour l'instant on parle qui ont fait l'objet de ces échanges. D'abord, la première proposition parlait du code électoral. Donc, l'une de ces mêmes modifications revient sur l'actuel code en lui-même, voir comment modifier quelques aspects. Et puis l'autre, il est resté dans la proposition d'un code alternatif. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, écoutez, c'est-à-dire la plateforme va faire son travail. Donc, si elle propose et que ça ne va pas, on va plutôt... Oui, nous sommes des gens, contrairement au gouvernement qui ne respecte pas ses lois, nous sommes des Camerounais
qui sont épris, n'est-ce pas, de la justice, de la République, et par conséquent, nous tenons au respect des lois. Nous allons choisir une voie qui est républicaine pour nous faire entendre. Parce que certains nous disent, mais vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale, comment vous allez faire pour pouvoir, quand je dis ça, l'opposition de manière générale, hein, c'est pas le MSC, vous n'avez pas suffisamment de députés, comme vous allez faire ça. Non. Écoutez, lorsque vous voyez les réformes qui ont eu lieu en 90, est-ce que ça s'est passé, il y a d'abord eu des dialogues, des concertations entre les acteurs politiques majeurs du pays. Et c'est après que, lorsqu'on a eu des textes, c'est allé à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs plateformes, parmi lesquelles le Kaoutal, par exemple, qui dit être passé par là, ça n'a pas couché de grand-chose. Et que ce qui est fait aujourd'hui par Abraham Libé et les autres, et Libé Lobert, la semaine dernière, nous disait que c'est une répétition, mais qui n'a pas... Non, laissez Kaoutal à côté. On parle des vraies choses ici. On parle des vraies choses. Donc, je dis... Nous allons, et enfin nous allons mettre le pouvoir face à ses responsabilités. C'est-à-dire que si à un moment donné le pouvoir se dit nous voulons maintenir la paix sociale dans notre pays, alors ils verront qu'il est important, indispensable même, de réformer ce système électoral et précisément le code électoral. Je vais vous dire, je vous donne un aspect. On va avancer avec vous. Donnez-moi une seule seconde. Je vous dis par exemple, vous allez voir dans cette disposition qu'il y a le code qui a repris la loi sur les communes. On vous dit par exemple une commune de ça comme la mienne. Normalement, si on avait appliqué les dispositions du code électoral, la commune de ça ne devrait pas avoir 41 conseils municipaux. Parce que le texte dit que pour donner le nombre de conseils municipaux, on se base sur le dernier recensement. Or, le dernier recensement officiel, c'est celui de 2005, de celui qui a été pris en 2005, en 2010, 2005 pris en 2010. Et dans ce recensement-là, ça devrait avoir au trop 31 conseillers. Mais nous en avons 41. Donc, il y a un excédent de 10 conseillers. Effectivement, c'est des choses comme ça. Maintenant, je termine en disant... Vous avez beaucoup terminé, je vous reviens. Vous aurez encore la parole. Vous aurez encore la parole. Nous devons la partager. On l'a dit, on fait un débat scientifique de manière équitable à ce que chacun s'exprime sans être étouffé. Hein. On veut innover dans la manière de conduire les débats. Donc, je vais parler deux fois parce qu'ils sont deux. Vous allez parler rassuré, vous sentez toute convivialité. Hein. On ne veut plus avoir sur les plateaux de télévision au Cameroun des batailles à n'en plus finir, des combats qui n'aident pas la construction du pays, mais également il est question de débattre au niveau des idées et d'apporter des idées constructives. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est pour cela que beaucoup de téléspectateurs feront confiance à terme à CAM10 TV. Nous accueillons Lucien Bidima. Bonsoir Lucien et bienvenue. Bonsoir. Bonjour. 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 D'abord, je présente les excuses à vous téléspectateurs. Vous savez, je sors du village. Nous sommes nous dans l'OEDPC tout le temps sur le terrain. Pendant que nous discutons ici, nous essayons d'organiser au niveau du village non seulement nos militants, mais également être en permanence avec les élus locaux pour essayer de voir comment implémenter cette décentralisation qui de plus en plus est sur le terrain. Donc en permanence, il faut les rencontrer, discuter, voir les perspectives, parce qu'il faut déjà savoir aujourd'hui que les projets doivent venir de la base pour aller au sommet. Donc il faut voir au niveau de la localité qu'est-ce qui peut être utile pour nous. Donc, mais très rapidement, il fallait que je leur apporte rendez-vous avec ce studio qui est rénové. Donc je souhaite que ce débat soit vraiment... Merci pour cette participation ce matin. Nous sommes très heureux de vous recevoir aussi. Merci. On parle de l'opposition au Cameroun. Une plateforme se met donc en place. C'est pratiquement la 3e rencontre qui s'est tenue ici à Yaoundé. Il y en a 5 au total, au terme desquelles il y aura forcément des propositions et des modifications qui seront d'ailleurs mises en place pour la représentation nationale. Cette plateforme de l'opposition vous inspire tel quelque chose? Est-ce qu'elle va venir fondamentalement changer la manière de faire sur le plan politique? Parce que Roger Justin Noah vient de faire 2 ou 3 propositions qui peuvent quand même être intéressantes. À votre avis, est-ce qu'on va tirer le nec plus ultra de cette rencontre entre les opposants pour qu'elle ne reste pas
Cameroun. On a les partis politiques qui se retrouvent dans cette plateforme-là, parmi lesquels ceux qui sont connus, le MRC, le PCRN, vous avez également l'UMS, vous avez des partis politiques, parmi lesquels l'UDC aussi, qui se sont retrouvés dans cette plateforme-là. L'une des propositions d'ailleurs, c'est d'avoir une élection au Cameroun présidentielle à 2 tours, entre autres, et puis la modification du code électoral, on l'a vu dans les grandes lignes, qui voudrait que par exemple, lorsqu'il y a confrontation au niveau des différents procès-verbaux lors d'une élection, et que ce ne soit pas uniquement le procès-verbal de Elecam qui fasse foi, mais en l'état actuel, c'est toujours Elecam, et ça crée des problèmes, ça crée également, on demande la mise à disposition des PV. Est-ce que ces dispositions pratiques peuvent être envisageables, peuvent être amenées à apporter un changement fondamental dans la gestion des affaires politiques au Cameroun? À votre avis? Il faut déjà être honnête d'une manière intellectuelle de reconnaître que le code électoral que nous avons à présent est un code électoral qui a eu l'assentiment de plus d'une personne et qui effectivement à son sein a des évolutions d'une manière ou d'une autre. Parce que ce qui se passe un peu avec l'opposition, regardez. Par exemple, l'actuel code électoral prévoit que l'opposition se retrouve dans toutes les instances. Dans toutes les instances de décision, que ce soit au niveau de la base. Moi, je me souviens, lors de la dernière élection présidentielle, l'opposition avait la possibilité d'avoir les représentants partout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Même là, ils ne sont même pas incapables, ils sont incapables d'avoir des représentants. Ils ne bénéficient même pas, déjà, ils ne cherchent pas à bénéficier des avantages qu'offre ce code électoral. Le problème du Cameroun n'est pas un problème du code électoral, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation au sein de nos partis politiques, c'est un problème d'amener ces militants à aller s'inscrire et eux-mêmes à participer à l'éclosion de ça. Quand on vous dit qu'il y a tel nombre de bureaux de vote et que l'opposition doit avoir les représentants, est-ce que vous avez vu une seule fois, une seule élection où dans tout le Cameroun, l'opposition a les représentants dans les bureaux de vote? Mais après, on va vous parler, et c'est souvent très curieux, lorsqu'il y a une élection, tout de suite, on va vous dire, nous avons les procès-verbaux. Mais lesquels procès-verbaux vous avez? Souvenez-vous, lors de la dernière élection présidentielle, on a demandé au MRC, Dieu merci, ils sont, de nous apporter tous leurs procès-verbaux dans tout le Cameroun. Ils n'étaient pas capables parce que chez moi, à IC, il n'y avait aucun représentant du MRC dans aucun bureau de vote. Donc, il ne faut pas faire le procès en sorcellerie lorsqu'il y a une organisation. Vous croyez que c'est lorsqu'on va modifier le code électoral où il y aura élection en 2 tours, est-ce que c'est ça qui va amener les représentants des partis politiques à être dans tous les bureaux de vote? Que non. Moi, je crois que nous devons nous mobiliser dans une démocratie apaisée, comme le fait le président de la République, et que nous devons savoir que, effectivement, il peut y avoir des évolutions, mais on ne peut pas avoir un point de vue totalement unique. Nous ne sommes pas dans une dictature de l'opposition. A dit que s'il n'y a pas ceci, c'est à partir de là qu'il faut peut-être organiser les élections. Aller dans le sens de ce que vous appelez les leaders de l'opposition. Cela s'exprime au niveau des instances que nous avons, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau de nos conseillers municipaux, régionaux, etc. Moi aujourd'hui, les mêmes qui sont là, certains d'entre eux ont même refusé de participer aux élections. Merci. Alors à partir de là, on ne peut pas dire aujourd'hui, et que c'est même, je n'ose même pas dire, ils étaient là très longtemps avec le gouvernement de la République. Ils ont été soit ministres délégués en charge de la justice, où effectivement ils avaient la possibilité de faire ces propositions. Alors, mais je conclue. Il a parlé, il a chuté plus d'une fois. Nous avons le temps. Je n'ai fait, je compte, je n'ai fait la campagne 2 ou 3, 4 minutes. Alors, mais j'ai conclu en disant, le RDPC, le chef de l'État, n'a jamais été fermé de quelque participation que ce soit. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, la démocratie au Cameroun, et d'ailleurs le président le rappelait, nous ne sommes qu'une jeune démocratie. Les autres qui ont des centaines d'années avant nous continuent toujours à vouloir parfaire cette démocratie. Mais cependant, nous ne pouvons pas dire que nous aurons la dictature de quelques partis d'opposition par rapport à leurs idées. Nous devons avoir l'assentiment de reconnaître que ce qui est fait est bien, peut-être qu'il faut l'améliorer, et à partir de là, nous serons d'avis à partager autant de propositions que ce fait, que ce soit chez eux, que ce soit dans d'autres partis politiques. C'est pour cela que je ne peux pas être d'avis de croire que les autres qui se réunissent,
qui ne sont pas forcément de leur bloc, cela ne peut pas apporter des idées. Le Cameroun est un tout, le chef de l'État le veut bien, et que tout le monde participe à cette action démocratique qui va permettre effectivement de consolider notre démocratie, et déjà qui est de plus en plus appréciée. Merci. Monsieur le ministre, c'est quand même des éléments assez importants qui sont notés dans la modification proposée par l'opposition au Cameroun. Maintenant, cette opposition, par moment, elle évolue un peu à rang dispersé, même si, avant les échéances électorales, elle se retrouve pour mettre sur pied une plateforme telle que celle-là. Mais par la suite, à l'approche des échéances, il n'y a pas des alliances véritables qui se forment. Comment peut-on justifier cela? Et puis en face, est-ce qu'il n'y a pas un jeu politique mené par le parti au pouvoir pour que l'opposition ne se réunisse pratiquement jamais dans de bonnes conditions et qu'elle n'ait pas de statut et qu'elle n'avance jamais vers des voies qui pourraient permettre peut-être demain d'avoir plus d'espace, d'où on voit un peu la réticence de certains opposants à collaborer efficacement avec le pouvoir en place. Et ça, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que grâce à l'esprit républicain, le multipartisme au Cameroun et la politique en général au Cameroun se fait à travers une culture politique qui est devenue une culture d'ouverture. Il n'y a pas de guerre en politique au Cameroun. Donc c'est une bonne chose qu'entre les 318 partis politiques contre le Cameroun, il n'y a pas de guerre entre eux. Vous-même, vous voyez ici que nous sommes des partis politiques différents, mais il y a une convivialité, c'est une bonne chose. C'est une culture qui s'installe, ou bien qui s'était installée à cause du fait que les Camerounais ont accepté le multipartisme, ils ont accepté la démocratie. Donc, nous pouvons avoir toutes les différences, mais il n'y a pas de guerre. Même à travers nos comportements, à travers nos propos, il n'y a pas de guerre. Donc, il y a toujours un point d'entente, un terrain d'entente quelque part. Donc, vous avez parlé de deux choses que j'avais voulu attirer mon attention. D'abord, vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas de statut de l'opposition au Cameroun. Et je crois que M. Noah a parlé du fait, cette idée de code alternatif. Pour le statut de l'opposition, je voulais dire ceci, et c'est pour notre téléspectateur, puisque nous sommes là, c'est un travail pédagogique. Quand on entend le mot opposition, qu'on comprenne que l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition n'est pas une alliance ou une coalition politique non plus. L'opposition, c'est une notion qui dit l'ensemble des partis politiques. À un moment donné, ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être... Mais, généralement, en sciences politiques, nous reconnaissons ceci. Quand un système politique est présidentiel ou semi-présidentiel, c'est difficile d'avoir un statut de l'opposition. Mais quand le système est parlementaire, c'est plus facile d'avoir un statut politique, un statut pour l'opposition. Puisque dans un système parlementaire, la politique se joue au niveau du Parlement et le gouvernement est une émanation des partis qui ont la majorité au Parlement. Donc dans ce cas, l'exécutif sort dans un système parlementaire du Parlement. Pourtant, dans un système présidentiel, l'exécutif ne sort pas, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, ne sort pas du Parlement. Le membre du gouvernement sont nommés par le chef de l'État. Voilà, puisque c'est un système présidentiel. Donc, quand on parle de l'opposition, qu'on sache que ce n'est pas un parti politique. Et l'opposition, donc, dans un système présidentiel, la réalité, c'est que... Mais monsieur le ministre, qu'est-ce qui gêne pour qu'on essaye de modifier, voir comment amener effectivement l'opposition à participer à ce jeu politique de manière franche? Non, dans un système parlementaire, ce qui n'est pas le nôtre, ou dans un système présidentiel, ce qui est le nôtre, l'opposition participe, puisque en fin de compte, nous, en sciences politiques, on dit la politique se fait à travers une logique de input et output. C'est-à-dire, input, c'est
tout ce qui est fait par tous les acteurs, opposition ou majoritaire, ou ceux qui ne sont même pas de partis politiques, tout ce qu'ils font, les idées, la pression, les demandes de toutes sortes, tout ça entre ce qu'on appelle l'input, qui permet à ce que celui qui est chargé de pouvoir de décision, c'est-à-dire la majorité, c'est-à-dire le gouvernement, tient compte de tous ces inputs pour permettre à ce qu'une décision soit faite. Et cette décision, c'est quoi? C'est tout ce que le gouvernement fait au niveau judiciaire, au niveau exécutif, au niveau parlementaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition, le rôle que l'opposition joue dans un multipartisme, soit présidentiel ou soit parlementaire, c'est que ils doivent comprendre, l'opposition doit comprendre que, n'étant pas un parti politique, et surtout quand il n'y a pas un statut de l'opposition doit se contenter de faire quoi? De reconnaître, de respecter, mais tout en mettant soit la pression ou en faisant des demandes. Mais la pression, alors qu'elle n'a pas la possibilité de revendiquer, de marcher de manière pacifique. L'opposition ne peut jamais, vous savez, quand M. nous a parlé de le concept de code alternatif. Vous savez que dans une république ou bien dans un autre type de système monarchique ou monarchique constitutionnelle ou absolue, vous savez, le pouvoir de décision reste toujours avec la majorité. Et la majorité, donc, a non seulement la prérogative, mais il a toute la légitimité de prendre des décisions. L'opposition, en tant qu'opposition, surtout, n'étant pas un parti politique, l'opposition ne peut jamais être en position de pouvoir de décision tant qu'il n'est pas la majorité. Et donc ce qui justifie la non-organisation de l'opposition, non, peut-être l'opposition peut s'organiser, des ingérences, oui, et qu'il y ait des partis satellites. Non, l'opposition peut s'organiser, mais le fait qu'il y a une code alternative, ça n'existe pas, puisque une code c'est quoi? Le code, dans le cas d'espèce, le code électoral, d'abord c'est une loi, comme vous le savez. C'est une loi. Et une loi, c'est quoi? Une loi, c'est une décision prise à travers des consultations, à travers toutes sortes des échanges et tout. Mais c'est une décision prise au niveau d'une loi adoptée par un parlement et qui a été promulguée par le chef de l'exécutif, conformément à la Constitution et la loi. Donc, on ne peut jamais, c'est-à-dire il n'y a pas une réalité de ce qu'on appelle un code alternatif. Il n'y a qu'un code, parce que le code c'est la loi. Et en République, on est appelé à respecter la loi, à reconnaître la loi, tant que la loi reste, jusqu'à ce que cette loi soit changée par qui? Pas toujours la même personne, c'est-à-dire suivant la même procédure. C'est toujours le pouvoir législatif. Tant que cette loi n'est pas changée par le pouvoir législatif, promulguée par le pouvoir exécutif, rien ne change. Ça reste toujours une loi. Merci. Non, ça ne veut pas dire que rien ne change. C'est-à-dire que l'opposition doit continuer à travailler pour que la même logique mais il peut arriver que le chef de l'État modifie aussi par voie d'ordonnance, ou bien par les lois de règlement aussi. Ou par décret, ou par d'autres choses, bien sûr. Mais un code, c'est une loi. Merci. C'est noté, monsieur le ministre. Ouais. C'est vrai qu'on a aussi accueilli un instant Sylvestre Lebel-Niek-Niek, qui est secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun. Mais avant de revenir à lui, on passe la parole à Justin Noah, pas forcément pour une réaction dans le sens de ne pas justifier le travail de l'opposition, mais est-ce que vous vous sentez libre dans ce que vous faites? C'est-à-dire que dans votre programme politique, dans le projet politique proposé par le professeur Maurice Kamto et bien d'autres partis politiques de l'opposition qui se réunissent, est-ce que dans ces échanges, il y a des points de convergence qui vous rassemblent? Et comment comprendre par la suite qu'après des échanges pareils, lorsque les échéances seront très proches, on aura des candidats disparates, on n'aura jamais une candidature unique de l'opposition au Cameroun? Merci pour cette question, mais je voudrais d'abord dire que il ne faut pas que le RDPC manipule
n'est-ce pas, l'opinion, en faisant croire que le socle d'une élection démocratique, d'une élection transparente, c'est la présence des représentants des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est tout simplement une manipulation, n'est-ce pas, des esprits. Je voudrais aussi dire que nous n'avions jamais dit que la proposition faite par l'opposition est unique, que le gouvernement doit prendre ses mains sur la table. C'est pas pour rien que il faut souvent écouter. Nous parlons depuis de réforme consensuelle. Le mot consensuel à sa place. Encore qu'il émane, n'est-ce pas, du CADES, c'est-à-dire la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. C'est émane de cela qui demande toujours une concertation entre les forces politiques pour mettre en place les règles des élections. Et le consensuel veut dire que lorsque nous aurons fait cette proposition, celle de la plateforme, à la fin, n'est-ce pas, des activités qui sont en train d'être menées, eh bien, c'est une proposition que nous mettons sur la table. Maintenant, nous demandons au gouvernement d'ouvrir une concertation avec toutes les forces vives du pays pour qu'on arrive à un code consensuel, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes puissent ensemble mettre en place des règles du jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a concertation, il n'y a pas de dire que c'est une proposition, on doit la prendre telle quelle. Non, on doit discuter. Mais il faut reconnaître qu'il y a un ensemble, il y a quand même des points sur lesquels nous sommes tous d'accord. Par exemple, lorsque nous disons qu'il faut un bulletin unique, ça résout deux problèmes. Le premier problème, c'est que ça permet de combattre la fraude électorale. Et vous êtes sans ignorer que les gens du RDPC sont très forts en la matière. Même dans les élections internes, il y a des cris. On vole même les unes, les élections internes, je ne sais pas si nationales, les élections internes. Combien de fois pour les élections nationales? Maintenant, deuxième chose, il faut savoir qu'en termes de coûts, on a souvent dit, que le Cameroun est un pays très endetté. Non, on veut plus s'endetter. Même pour les élections, on va plus s'endetter. Parce que un bulletin unique va réduire le coût d'organisation d'élections dans ce pays. On aura moins de papier, ça fait moins d'argent à dépenser. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut adopter le bulletin unique. Mais si on le fait, vous allez voir que, c'est entre autres, hein, si on le fait, ça va améliorer beaucoup de choses. Donc nous disons seulement au gouvernement et nos amis du RPC, non, soyez sport. Mettons ensemble les règles du jeu et allons maintenant sur le terrain, que le meilleur gagne. Et celui qui perd aura le courage de féliciter celui qui a gagné parce qu'il sait que les règles du jeu sont équitables, sont justes. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes convaincu que si on va sur la base d'un code électoral consensuel avec tous les partis en place, vous avez la légitimité qui est et que vous allez réussir à convaincre les Camerounais pour votre place, peut-être prendre les affaires du pays demain. Donc l'opposition est rassurée. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que je vous dis tranquillement, si on arrive à un code consensuel dans ce pays, une chose est sûre, RDPC directement ira de l'opposition parce qu'ils vont perdre partout. Je vous dis partout. Ça c'est clair. Merci. Le temps, on l'a annoncé il y a quelques secondes, Sylvestre Lebel Niek, il est secrétaire. Parce que nous ne sommes pas. Nous savons que de façon mécanique, nous ne pouvons avoir aucun impact sur ce qui va se passer. Nous le savons. Ou alors, comme pour moi le code électoral, la démocratie, non, ne sont que des outils. Ce n'est pas une fin en soi. Hein. Il faut convaincre le régime en place en leur disant: vous ne pouvez pas être à la fois un mendiant de la paix et ne pas faire les choses qui nous amènent vers la paix. Ils peuvent écouter ce langage. Mais autre chose également, je pense que nous avons le devoir de leur expliquer que la loi sert à régler des problèmes qui ont été préalablement identifiés. On va aux élections présidentielles de façon plurielle depuis 1992. En 1992, on s'est plaint. Il n'y a pas une élection où les gens ne se sont pas plaints. Ça veut dire que malgré tout, il y a quand même un problème. Lorsqu'on se rend compte à l'évaluation ou à l'usage qu'une loi, peut-être pas mauvaise, peut-être je ne sais pas quoi, mais une loi est contestée par tout le monde, il est question comme ça. Parce que l'idéal serait effectivement que le code électoral soit l'émanation d'un consensus politique. C'est l'idéal. Mais le système dans lequel on se trouve, lorsque vous ne représentez pas, je peux dire, une force, vous ne pouvez pas à la fois être minoritaire et vouloir gouverner. Malheureusement. Mais il y a un point qui a été intéressant. On a parlé des scrutateurs dans les bureaux de vote. C'est un faux débat. Vous croyez que les partis sont représentés en France dans les bureaux de vote? Donc c'est un handicap au niveau de l'opposition. Non, c'est un faux débat de croire qu'il faut être présent pour contrôler le vote. Non. Si nous avons... Donc on dit qu'il faut contrôler, c'est voir. Non. Si nous avons un système qui est consensuel, on n'aura plus besoin d'aller contrôler le bureau de vote. C'est-à-dire, la structure contrôle le bureau de vote n'appartenant pas à un parti va contrôler le vote. Le problème, c'est à ce niveau. Mais le soupçon qui pèse, et ça ce n'est pas un soupçon, il y a quand même des réalités. Vous ne pouvez pas avoir été militant hier et gérer aujourd'hui l'organe qu'on dit indépendant pour le vote.
Même si vous êtes honnête, la suspicion est normale. Imaginez un seul instant que moi, SGA de l'UPC, le président me désigne demain président de l'ECA. J'ai beau être de bonne foi, quel que soit ce que je vais faire, le soupçon va rester. Et lorsque l'ensemble des soupçons et des faits concourent à ce qu'on arrive à un moment donné à attribuer l'ordre public seulement, et c'est un euphémisme, je vous ai parlé de paix, parce que le système de doit conduire à des élections apaisées qui nous amènent à vivre en paix. Lorsqu'un pays est en paix, se développe. Si nous cherchons tout ça, il est temps. Et moi je dis, on n'a même pas à s'asseoir pour dire, il est temps que le régime en place qui gère le pays, et donc qui gère les lois depuis un certain temps, si les lois sont contestées, même si elles sont bonnes, il est temps de les évaluer. Lorsqu'on évalue, on peut avoir une conclusion en disant que pour chuter, pour être président de la République, il faut avoir 30 millions de caution. Combien de partis politiques véritables peuvent avoir 30 millions? Il n'y en a pas beaucoup. Pour avoir les scrutins partout, parce qu'il y a plus de 25 000 bureaux de vote, il faut avoir au moins 25 000 militants. Je dis bien militants, parce que les sympathisants votent mais ne contrôlent pas le vote. Pour aller aux élections municipales, il faut avoir 25 000 fois 25 fois au moins le nombre de... il y a le système financier qui fait que c'est un blocage pour les autres partis. Parce que ceux qui ne sont pas directement ne sont pas nécessairement... Et pour chuter, on va évoluer, hein, le temps ne vous aide pas beaucoup. Lorsqu'on se rend compte que tout ça est un problème, et les finances, et tout, et le matériel, et tout, et les gens qui gèrent cette histoire, on considère quand même qu'il est temps que pour promouvoir la paix et le développement, qu'on s'asseye pour promouvoir une loi qui va amener au moins un minimum de consensus, de manière que lorsqu'on paie, comme il dit, qu'on soit conscient, parce qu'on peut perdre étant conscient, mais ne pas vouloir l'accepter. Mais nous ne pouvons pas d'office aujourd'hui penser que ceux qui gèrent les institutions sont là pour nous amener au pouvoir. Non, on se trompe. Ils sont là pour... Autant nous voulons arriver au pouvoir, autant ils veulent nous conserver. Donc je dis, il faut deux choses l'une maintenant. Soit nous mobilisons le peuple qui va dire non. Malheureusement, l'expérience des jeunes passés nous amène à croire que si vous prenez seulement les militants, les responsables des structures de base de RDPC, vous multipliez par le nombre de renoncements, ils font à peu près 1,8 million. Malheureusement. Il faut faire la lutte politique pour comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous avez des gens qui ont, par force, c'est-à-dire par la force de l'expérience, par la force de l'usage, ils sont là depuis très longtemps, un sous-préfet équivaut à une section, au moins, vous avez 1 million de personnes et demi, au moins 1,8 million, qui ne vont pas marcher. Et dans les 3 500 000 électeurs, si vous enlevez 1,8 million, on serait sur minorité. Donc je pense qu'il est temps qu'on se dise que nous devons aller aux élections chaque jour jusqu'à ce qu'on constitue une force de proposition. En ce moment-là, on va proposer des lois. Maintenant, c'est un simple appel. C'est ce que l'opposition fait maintenant. C'est un appel qu'on lance au pouvoir pour qu'il accepte qu'on s'asseye pour discuter du code électoral, qui est un outil de la démocratie. Il y a eu des appels pendant fort longtemps, mais même si les appels n'ont pas toujours véritablement poussé de vrais changements, nous allons sortir de cette thématique. C'est vrai que peut-être ça a pris beaucoup de temps, mais on évoluera. On a essayé de donner ce qu'on a pu relativement au fonctionnement de l'opposition au Cameroun. D'ailleurs, c'est l'occasion pour cette opposition-là de travailler davantage et d'apporter des propositions concrètes dans le cadre du consensus électoral qui voudrait être mis en place par les uns et les autres pour qu'on voit un cours électoral plus clair qui rassure tout le monde. Pourquoi pas avec les propositions de l'opposition et même du parti au pouvoir ensemble pour des changements. Et il faut également noter que ce n'est pas la première fois que les propositions sont faites, mais les idées sont toujours là. On modifie autant qu'on le pourrait, le cas de 1996 qui a constitué beaucoup de choses, mais qui ont mis du temps peut-être à être opéré pour l'occasion avec la contribution des Camerounais. C'était la première thématique de cet échange ce dimanche. La seconde nous entraîne sur le plan social, dont l'habitat dans notre pays, une préoccupation qui a été celle des représentants du peuple, donc au niveau du Parlement camerounais. Voyons dans quelles conditions on peut améliorer l'état du logement dans notre pays. Le Cameroun, les membres du gouvernement ont expliqué ce qu'ils ont pu expliquer là-bas, donnant quelques justificatifs avec des projets à terme qui permettraient d'avoir encore plus de logements pour les Camerounais. Je vous donne la parole, Lucien Bidima. La question du logement social au Cameroun préoccupe. On a vu tous ces logements qui ont été mis en place, le cas de Olembe, le cas de Bangaba Koko dans la ville de Douala, mais sauf que d'aucuns s'indignent et se disent que ce ne sont pas les logements qui sont mis à la disposition du grand public et que ce sont des logements pour certains qui sont réservés à des personnalités, entre autres, et qu'au niveau de l'habitat social, même qui est revendiqué par tous les Camerounais, la politique, elle est relativement très faible.
je veux parler de ce problème de logement, mais s'il vous plaît, je ne peux pas laisser passer quelque chose, quand même, parce que c'est très important. C'est ça qui nous régit. Vous voyez un peu mon ami, monsieur le maire, ils sont toujours dans l'optique de la suspicion. Je voudrais poser une question à monsieur le maire. Vous croyez qu'on va trouver des Camerounais nouveaux? Quel que soit le code électoral que nous allons mettre, quel que soit le système, il faudrait bien que le président de la République nomme des personnalités pour diriger ces institutions. Et vous croyez qu'il y aura vraiment un Camerounais qui dira « moi je suis nouveau » Non. Alors, je permettez. La deuxième des choses, c'est pour vous dire que aujourd'hui, peut-être à part l'UPC, je peux vous dire que avant 1992, à 1985, tous ces militants que vous voyez, MRC, SDF, etc., appartenaient au RDPC. D'une manière ou d'une autre, permettez, ils militaient dans le RDPC. D'ailleurs, il y a le parti unique. Alors, je veux vous dire qu'il ne faut pas faire un procès d'intention. Vous venez de dire quelque chose qui est très grave, que c'est parce qu'on va réformer le code électoral et que vous serez incapable d'être dans tous les bureaux de vote, qu'il n'y aurait pas forcément trucage. Moi, je vous dis quelque chose. Tout se passe sur le système où un parti d'opposition, comme le professeur le disait, l'opposition doit s'organiser. Tout se passe dans l'organisation. Et vous venez de dire quelque chose de très important. Comment voulez-vous que le RDPC, rien qu'au niveau des instances, nous avons 360 sections RDPC. Nous avons près de 1500 sections, sous-sections RDPC, parle sous le contrôle du professeur. Nous avons donc près de 1 million de personnes qui sont membres des bureaux, soit membres du bureau des comités de base, des sous-sections et des sections qui au quotidien veillent, qui au quotidien travaillent, et que en alternative vous ne faites pas ce travail et que vous avez bien conclu en disant que ça devient un problème. Et je suis d'accord avec vous et avec le professeur qui le disait. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'organiser, mais pas s'organiser dans la rue, mais s'organiser pour aller dans les instances qui nous permettent donc de propulser ce changement. C'est dans le Parlement et c'est dans les institutions. Je voulais quand même faire... C'était la parenthèse. Voilà, cette parenthèse. Et que pour revenir au niveau du logement, le logement est un problème qui préoccupe non seulement au niveau de notre pays, mais également tous les pays sur le plan national et international. D'ailleurs, j'aime faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'aujourd'hui, je suis un responsable de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je suis directeur de ce côté. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau du logement, la CNPS passe déjà en tête, même par rapport à la CIC, à ce qui concerne les constructions. Vous voyez, on venait de construire au niveau de l'Olembe des bâtiments, nous construisons par Douala, Douala, etc. Mais maintenant, je suis d'avis où moi-même je me suis lancé dans le logement. Je suis d'avis à ce qu'une vraie réflexion doit être démise. Nous avons le crédit foncier que le gouvernement a mis en place pour soutenir les salariés, pour soutenir ceux qui peuvent agir dans le logement, même qui sont extérieurs. Mais aujourd'hui, quand même, il faut de plus en plus penser à une réforme de ce crédit foncier. Pourquoi? Parce que comme vous et moi, peut-être je ne sais pas, tout le monde participe au quotidien. On me prélève quelque chose dans mon bulletin de paie pour ce crédit foncier. Alors, le rôle du crédit foncier était de soutenir l'habitat. Il faut aller dans le sens de savoir quels sont les moyens que nous pouvons mettre sur place. Non seulement pour essayer d'encourager l'habitat sur le plan personnel, ça veut dire que vous et moi pouvons avoir les conditions totalement modernes pour pouvoir peut-être construire une maison. Je ne dis pas que le crédit foncier ne fait pas ce travail parce que eux, ils m'ont vraiment financé, ils ont appuyé mon initiative, ce qui m'a permis de construire des logements là-dessus, ce qui est bien. Mais peut-être qu'il faut vulgariser cette politique. Il faut expliquer aux Camerounais. Il faut amoindrir de plus en plus les conditions d'emprunt qui permettent d'abord que les initiatives sur le plan personnel soient prises. Maintenant, au niveau du gouvernement, et je m'en réjouis du fait qu'il y ait des plateformes de réflexion qui vont dans le sens d'aller à mettre en place des logements sociaux. C'est très important aujourd'hui. Parce que ces logements nous éloignent de la promiscuité et du mal-être. À la limite, ça lutte contre la pauvreté. Et nous pouvons tout de même être d'accord que
de ce côté, il faut y faire quelque chose. Le gouvernement de la République y fait déjà, mais il faut encourager l'initiative privée. Et comment le faire au-delà des banques commerciales? Nous voyons aujourd'hui qui ont des taux d'intérêt énormes, d'ailleurs inaccessibles, qui ne permettent pas aux Camerounais moyens d'accéder même à ces crédits. Au niveau des microfinances, dont on pensait qu'on pouvait y accéder, malheureusement là-bas c'est de l'usure, je ne peux pas vous dire, et même que c'est des conditions qu'on ne comprend pas. Donc une réflexion, vous voyez, et on peut rester également sur les propositions du docteur Amadou Sardaouna, qui est le directeur général de la SIC d'ailleurs, qui indiquait, je reste avec vous, qu'il est question pour eux de faire par exemple de la SIC à l'horizon 2035 un véritable outil de production capable de répondre de manière massive, régulière et adaptée à la demande de logement de toutes les couches sociales. Et dit également qu'une vision déclinée en 4 axes prioritaires: améliorer la gouvernance dans la promotion immobilière en priorisant le développement durable, développer l'industrie du logement et les nouvelles technologies pour une production de 10 000 logements de haut standing, voilà, dans les noyaux sociaux, et produit 30 000 logements sociaux dans les périphéries des villes à partir des revenus issus de la commercialisation des logements de haut standing, restaurer le patrimoine immobilier de la SIC. Bon, ça c'est je ne sais pas ce qu'on appelle. Attendez, je ne sais pas ce qu'on appelle haut standing. D'ailleurs, j'aime toujours vous dire que le RDPC n'est pas l'administration. Nous faisons les propositions. Le président de la République, d'ailleurs, a toujours fustigé. Non, ce n'est pas l'administration. J'aurais pensé une illustration. Alors, mais je voulais dire que moi je m'interroge parce que même au niveau de la SIC, il faut d'abord une révolution et c'est une réorganisation. Il est tout à fait impossible et anormal que certains fonctionnaires continuent à faire des sous-locations au niveau de la SIC alors que les Camerounais ont besoin de ces logements. Justement, c'est là où je veux en venir. Il faut faire un audit véritable. Et quand vous parlez de haut standing, je veux bien, c'est pour quel Camerounais nous sommes combien? Il faut aller jusqu'à mettre en place une politique adaptée qui permette à tous les Camerounais d'avoir accès au logement. Je vais vous donner un exemple tout à fait simple. Dans les villages, il y a ce qu'on appelle les partoirs de terre, les briques de terre. Vous n'avez pas besoin, vous avez seulement besoin de la machine, vous avez besoin de votre terre, vous avez besoin du sable et peut-être un peu de ciment pour avoir un logement. Mais maintenant, il faut aller dans la politique qui puisse favoriser l'accès à ce ciment qui devrait coûter plus moins cher. L'accès au niveau des tôles qui devrait coûter plus moins cher. À ce moment, au-delà des subventions qu'on peut aller de ce côté, peut-être que l'État va réfléchir comment rendre le ciment, comment rendre les tôles moins chers et comment participer. Et c'est pour ça que la décentralisation est bien. Parce que le problème de logement ne doit plus être maintenant qu'au niveau de la SIC. Nous avons au niveau de la décentralisation des communes, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui peuvent réfléchir sur l'habitat local. Parce que j'ai fait un tour, c'est incroyable dans mon village hier. Et je passais et je voyais encore que les gens habitent des maisons inconcevables, intolérables. Alors, mais il faut aller dans la politique locale. Il faut revoir la politique locale. Quand vous parlez de gros standing, c'est nous, les hauts cadres, etc. Mais le problème du Camerounais aujourd'hui, c'est de voir le problème de logement d'une manière globale. Et je m'en réjouis que le gouvernement, au-delà de la SIC, le gouvernement a pris le problème à bras le corps. Et c'était ça. Et c'est clair. En tout cas, vous évoquez le gouvernement de la République. On a évoqué également des propositions qui sont faites par la SIC, parlant des logements au standing. Peut-être il faudrait construire ce qui soit plus grand, réussir à revendre et aller reconstruire pour celui des moins nantis. Monsieur le ministre, vous avez été dans le gouvernement de la République. Est-ce que concrètement, le gouvernement sur le plan habitat social tient compte des préoccupations des Camerounais, tient compte de ce qu'il y a des Camerounais qui se débrouillent à avoir le pain de terre quelque part dans des conditions que tout le monde sait si bien, des conditions difficiles, également sur les versants des collines, ils y habitent, et lorsque les catastrophes surviennent, on se retourne vers le gouvernement de la République qui n'a presque rien fait. Est-ce que depuis lors, Justin Noir a failli évoquer une date ici, que depuis autant d'années, on a attendu l'habitat social au Cameroun véritablement, que le Camerounais le moins nanti, celui qui n'a pas une forte somme en termes de revenus, puisse au moins abriter sa petite famille? Est-ce que cette politique-là préoccupe de manière profonde le gouvernement de la République? Oui, je peux dire oui. C'est pour cela que même en tant qu'ancien membre du gouvernement, et même quand j'étais au gouvernement, j'ai toujours soutenu et encouragé cette politique qui permet à ce que les Camerounais moyens, les Camerounais dans les villages, tout le monde, ceux qui sont dans les quartiers, les sous-quartiers, ont accès
un logement qui est décent. Et je crois que c'est cette politique publique que le président de la République prône et que le RDPC soutient. Nous sommes toujours pour cette politique publique qui permet à ce que le petit Camerounais, partout où il se trouve, où elle se trouve, a l'accès à un logement qui est décent. Nous pensons que c'est toujours pour nous une mission, une responsabilité, et nous continuons à soutenir la politique du gouvernement en la matière, puisque c'est un secteur qui est très sensible, et nous savons très bien que, et je crois que c'est le président lui-même qui a dit, qu'il ne peut pas, tant qu'un Camerounais n'a pas un logement, ou n'a pas à manger, ou n'a pas, lui ne peut pas dormir bien. Puis d'Afrique, pour lui, c'est un sacerdoce, pour lui, c'est une mission, pour lui, c'est... Et nous soutenons ça, et nous sommes tous pour ça, bien sûr. Il y a des problèmes. Mais est-ce qu'à terme, la SIC, une entreprise comme la SIC, qui est en charge de ce type de soucis, a véritablement les moyens de sa politique en termes de suivi et d'accompagnement? Parce que les statistiques indiquent, d'ailleurs selon son directeur général, depuis 1952 à aujourd'hui, cette entreprise n'a produit que 12 000 logements sociaux, parmi lesquels 6 671 ont été vendus et 5 329 sont restés dans son exploitation. Ces statistiques indiquent quand même que depuis fort longtemps, depuis autant d'années on a construit que ce nombre-là de 12 000 logements, ça veut dire qu'il y a quand même un problème pour accompagner les Camerounais. Non, ne doute pas. Il faut continuer à améliorer et à faire que cette politique soit une réussite totale, puisque nous savons qu'il y a un certain nombre de problèmes. Ça peut être le problème managérial, ça peut être le problème qui tend vers la corruption, mais c'est important et sans oublier que dans ce secteur, que ça soit amélioré, puisque pour nous, c'est pas bien que certains Camerounais soient logés et les autres ne soient pas logés. Voilà. Surtout ceux-là, les petits Camerounais, il faut que tout le... Et nous sommes derrière notre président, puisque lui-même, il a dit, il s'est donné la mission pour dire que lui, il ne peut pas dormir tant que le petit Camerounais et où tous les Camerounais ne soient pas... Est-ce que ça passe par là? On a parlé d'éducation et même de la mentalité. Et il y a des Camerounais qui ont un certain niveau de vie, je veux dire qu'ils peuvent vivre dans des standings d'exception, mais qui étaient ailleurs dans des petits appartements, ne veulent pas les libérer, font de la sous-location, et parfois en rachètent même pour avoir beaucoup d'argent sur le dos de l'État du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un combat par lequel il faut passer pour qu'on puisse avoir un meilleur habitat social dans notre pays, que quelques Camerounais soient de manière directe concernés? Non, il faut beaucoup plus de contrôle, M. Bidimam disait tout à l'heure. Il faut qu'on fasse tout pour permettre à ce que tout ce qui bloque, ou tout ce qui freine, ou tout ce qui crée des problèmes, pour permettre à un accès facile au logement, que ce soit amélioré, puisque nous ne pouvons pas accepter qu'une politique qui est bien mise en place par le président de la République soit détourné ou c'est l'autre. Pas d'autre. Non. Il faut que ça réussisse, puisque c'est un secteur sensible, ça touche à la vie, au bien-être de tous les Camerounais. Nous sommes tous, même si on est en haut standing, vous savez, nous avons des relations, nous avons qui sont dans les villages, dans les sous-quartiers, donc nous sommes toujours dans les villages et dans les sous-quartiers. Donc, c'est très important que même si vous êtes dans une maison de haut standing, mais vous ne pouvez pas bien dormir tant que votre soeur, votre cousin, votre neveu, vos parents sont dans les villages, dans les sous-quartiers, dans des conditions terribles. Donc, c'est très important que nous tous, je crois que nous tous sur ce plateau, nous sommes tous d'accord. Pour que tout se passe. Pour que tout se passe bien dans ce secteur, pour que tous les Camerounais aient l'accès à un logement
Merci, professeur. Si le Parlement camerounais s'interroge sur la question de l'habitat social au Cameroun, c'est qu'il y a de fortes préoccupations qui visent à amener des changements qui soient véritablement observés. On a eu des chiffres qui ne rassurent forcément pas l'opinion publique nationale. Roger Justin Noah, est-ce que vous avez, quand vous observez, vous regardez que l'habitat social a une certaine considération au niveau de l'administration centrale du Cameroun, comment justifier que les Camerounais puissent aller construire dans des espaces insalubres, sur les flancs de montagne, dans les marécages entre autres, alors qu'il y a toute une politique qui doit être mise en place par les pouvoirs publics? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé depuis lors? Eh bien, le monsieur ministre a dit que la préoccupation de leur champion, c'est que les gens aient des logements décents. Et que lorsque ce n'est pas le cas, ils ne dorment pas bien. Mais je me rappelle quand même que très récemment, on a cassé plusieurs des logements de plusieurs centaines de Camerounais du côté de Newton à l'aéroport à Douala. Ça n'a pas empêché que le président Paul Biya dorme bien dans son lit d'hier. Donc on ne saurait dire qu'il était passé là, parce qu'il avait une préoccupation pour ses compatriotes. Il n'aurait pas laissé qu'on détruise leurs habitations, surtout à ce moment avec des enfants, tout ça en saison de pluie. Ça montre que le bien-être des Camerounais, ce n'est pas vraiment sa préoccupation. Maintenant, pour répondre à votre question, il est important de dire que il y a cette notion du droit au logement. C'est-à-dire que c'est un droit de l'homme parmi les autres, comme la liberté d'expression, tout ça. C'est un droit fondamental. Chacun d'entre nous a le droit à un logement décent. Parce que le problème n'est pas seulement d'avoir un logement, sinon ceux qui sont dans des, par exemple, ce qu'on appelait un tabac à l'époque, ils étaient aussi dans le logement, mais ce n'était pas décent. Donc on parle de droit à un logement décent. Et l'habitat social, c'est quoi? C'est tout simplement, parce que laissez souvent le groupe français là, que le gouvernement aime pour tromper, manipuler le peuple. L'habitat social, dans tout ce que moi j'ai lu, l'habitat social définit simplement un logement décent à moins de coûts. Mais alors, quand vous allez construire des logements en Limbé, oui, c'est des logements décents, mais est-ce que c'est à moins de coûts? Donc on ne peut pas parler de logements sociaux. Ce n'est pas la portée de toutes les bourses. Voilà, on ne peut. Il faut que le gouvernement, c'est le slogan. Et dans le slogan, il cherche à tromper le peuple. Ils vous disent logements sociaux, mais ce n'est pas des logements sociaux. Parce que ce n'est pas des logements décents, mais ce n'est pas à moins de coûts. C'est-à-dire que la majorité des gens ne peuvent pas avoir accès à ce logement-là. Est-ce que la famille qui a peine à vivre avec $2 par jour peut s'acheter un logement là-bas? Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire donc que ce n'est pas un logement social. Et moi je dis que la politique de l'habitat commence par des fondamentaux comme la propriété foncière. Parce que pour construire, il faut d'abord avoir le terrain. Or, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes en matière de propriété foncière. Le titre foncier qui jadis donnait la propriété exclusive d'un lot de terrain quelque part, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous pouvez avoir sur un même terrain 3 titres fonciers. Ah, vraiment. C'est monsieur Paul Biya a fait du mal à ce pays. Est-ce que c'est le chef de l'État qui demande aux Camerounais de ne pas vérifier? Le gouvernement a écouté. Si vous êtes conscient de ce que un espace a été réservé par quelqu'un d'autre, qui a un premier titre foncier qui a été délivré, vous allez quand même au cadastre, c'est la moindre des choses de vérifier. Monsieur, non. Donnons la bonne information aux gens. Ces titres fonciers, ces 3 titres fonciers sur une même parcelle de terre sont délivrés par qui? Ce n'est pas par l'administration. Donc c'est pas vous qui allez au quartier et délivrer. Quand vous allez vérifier, on vous dit, vous tenez ce qu'on appelle le secret de propriété. Ça va vous dire que c'est un seul titre qui est là. Mais après vous vous rendez compte qu'il y a deux. Puisque quelqu'un d'autre vient, il vous montre un titre qui est authentique. Mais comment se fait que sur un seul terrain, on peut avoir plusieurs titres fonciers? Cela n'est pas possible d'après nos lois. Mais cela se passe dans ce pays. Non, et je vous précise que... Mais les tribunaux, monsieur le ministre, vous savez ce que ça donne dans vos tribunaux là. Je dis à l'époque, avant que monsieur Paul Biya ne soit au pouvoir, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu le fait qu'on peut avoir plusieurs titres sur un terrain. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, on ne peut pas résoudre le problème de l'habitat social. Parce que ça participe de l'habitat social. Une autre chose, il y a des gens qui ne peuvent qu'acquérir par exemple 100 mètres carrés.
Mais la loi aujourd'hui ne permet pas d'avoir un titre de propriété sur 100 mètres carrés. C'est des choses à revoir, tout ça, pour permettre aux gens qui n'ont pas assez de ressources, même avec s'ils peuvent construire 100 mètres carrés, qu'on leur permettre la possibilité. Vous pensez qu'il faut simplifier les procédures? Exactement. Il faut sécuriser davantage la propriété foncière dans ce pays. C'est un gros problème. Et le jour que ça va éclater, le nozo là c'est petit. Parce que quand ça va éclater, ce sera grave dans ce pays. À Yaoundé, notamment à Yaoundé, Douala. Chaque jour on casse les gens. Chaque jour on casse les gens. Quelquefois, au détriment même des décisions émanant de la justice. C'est-à-dire que vous avez une procédure qui est encore en justice, mais on va casser quelqu'un alors que la procédure n'a pas encore abouti. Pourquoi est-ce qu'on casse? Et lorsqu'on vient casser, il y a les gendarmes, il y a les gendarmes, il y a les policiers. Mais est-ce que c'est normal dans un pays? Vous voulez avoir donc l'habitat social? Comment? Ce n'est pas possible. Deuxième chose, il faut que si on veut l'habitat, parce qu'on parle de moindre coût, si on va arriver à ça, il faut promouvoir davantage l'utilisation, il a commencé à parler de ça, des matériaux locaux. Et sur cette question, il y a beaucoup de lacunes, même au sein du gouvernement. Le gouvernement ne promeut pas assez les matériaux locaux. Par exemple, pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas en sorte qu'on puisse construire des salles de classe en matériaux locaux? Ça coûterait moins cher pour un pays très endetté où on vole tout. On a plus assez d'argent. Donc il faut dépenser le moins d'argent possible. Pourquoi est-ce qu'on continue à construire avec des matériaux qui coûtent cher alors qu'on peut utiliser des matériaux locaux qui ont pas mal des avantages écologiques, des avantages climatiques? Il faut revoir la politique de manière générale. J'ai vu par exemple, on parlait avec le FECOM qui montrait les designs des sièges des conseils régionaux. Mais c'est très beau. Mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas être fait en matériaux locaux? Qui vous dit que le matériau local c'est pour les pauvres? On peut construire, quand vous arrivez en Grande-Bretagne, tout ça, vous voyez des grands immeubles faits avec de la brique. Et c'est très beau. Et donc c'est une question de réfléchir davantage. C'est une question de politique. Et de lutter contre la corruption aussi. D'abord, non pas seulement réfléchi assez. Et même le peu qu'ils ont réfléchi, ils appliquent très mal. Par conséquent, on peut aller casser les gens à gauche, à droite, n'importe comment. Et on peut parler de quelle politique de logement. Merci, Roger Justin. Il n'y en a pas du tout. Sylvestre Lebel Niek, c'est vrai que la question de l'habitat social au Cameroun, elle est très préoccupante. Et c'est comme un véritable serpent de mer. À tous les niveaux, il faut réussir à régler la question. D'abord, l'acquisition des terres, ce qui n'est pas facile, sans oublier qu'il y a des terres communautaires qui sont récupérées. Il y a d'autres... Pas les comptes du régime, il faut préciser. Allez voir là-bas, comment ça s'appelle? Permettez qu'on avance. Le stade Omnisport, tout autour là, ça a été pris par l'État, non? Mais on n'a pas rétrocédé. Plutôt les ponts sont partagés. Comme partout ailleurs, comme partout ailleurs. C'est comme ça qu'ils font. Ils disent utilité publique. Après 5 ans, vous allez voir des duplex. C'est pas n'importe quoi. Il faut qu'on arrête ça. Sylvestre Lebel, comment procéder pour régler ces problèmes de manière aussi simplifiée, quitte à ce que le Camerounais, parce que dans le cas de l'habitat social, la préoccupation des élus du peuple, c'était de savoir comment faire pour simplifier tout, tant au niveau de l'obtention des terres, tant au niveau la mise sur pied des stratégies réelles et simplifiées pour que chaque Camerounais puisse se loger, parce qu'on a vu les Camerounais ces derniers temps, le cas de l'aéroport international de Douala, tout autour, construisent à l'emporte-pièce, ne respectant pas les normes, et un temps soit peu, on est cassé, par la suite on essaye encore de reconstruire, ça devient difficile, un double investissement, et puis derrière cela, il n'y a pas de dédommagement pour ces Camerounais qui sont appelés à dormir à la belle étoile. Je vais vous dire deux choses. Dans une république, les lois s'appliquent en tout temps, en tout lieu et vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Si la loi dit qu'il est interdit de construire sur les flancs de montée, il ne faut pas construire. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. Parce que c'est en république. Mais le plus grave, c'est ailleurs, parce que je pense qu'il faut qu'on sache aujourd'hui qu'on a créé des structures de l'État qu'on n'utilise pas. Les statistiques permettent de définir. Parce qu'il y a dans les politiques moindre coût. Il n'y a pas de moindre coût si on ne sait pas ce que veut dire moindre coût. Dans un pays où les gens gagnent 200 000 francs au moins, le moindre coût peut être 3 millions. Mais dans un pays où la classe moyenne va de 37 000 francs 260 à le fonctionnaire le plus grand ne gagne pas 500 000. Dans la fonction publique, c'est le fait. Le ministre paie son salaire en tant que ministre ne dépasse pas 800 000. Il le sait. Donc, véritablement, lorsqu'on sait qu'on a des revenus... Mais c'est les gens au-dessus de 500 000. J'ai dit le ministre. Non, pardon, c'est un fonctionnaire. Tous les ministres ne sont pas fonctionnaires, je suis désolé. Je parle des fonctionnaires. Ils sont rares qui dépassent 500 000. Ça, je sais de quoi je parle. Mais j'ai dit, lorsqu'on sait, on connaît le niveau de revenus de ces populations,
on adapte des politiques de logement, de l'eau et de tout en fonction de ça. Malheureusement, au Cameroun, ce qui pose problème, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, quels que soient les efforts qui seront faits par l'État, si on ne règle pas le problème de gouvernance, on va avoir moins de résultats. Gouvernance parce qu'on ne définit pas les politiques publiques en tenant compte du véritable niveau de vie des populations. J'ai entendu par la CNPS, CNPS construit pas pour les populations locales, vous savez ça. Ça ne peut pas être moins cher, vous le savez. Maintenant, globalement, tous les logements appartiennent. Au moins 250 000 locations. Tous les logements que vous voyez appartiennent à maximum 10% de la population. C'est-à-dire, c'est les mêmes gens qui ont construit partout. C'est les mêmes gens. C'est vrai, c'est les mêmes gens qui ont construit partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les comptes de régime. Non, moi j'ai dit les mêmes gens. Après, moi je dis donc. C'est les mêmes gens. Comme vous ne voulez pas dire, moi j'ai dit. Il faut donc aujourd'hui qu'on tienne compte du niveau des populations afin de faire des logements qui puissent, dans la durée, permettre à chacun d'avoir quelque chose. Parce que sinon, que ce soit la SIC a eu des logements sociaux qui ont, après 40 ans d'exploitation. Mais au début, c'est logements luxueux. Aujourd'hui, ce que vous voyez au Lembe, quel Camerounais gagnant 70 000 francs ou 100 000 francs peut payer? Ou même 200 000? Même 200 000, ce n'est pas possible. Donc, véritablement, nous avons échoué au niveau du problème du logement, en dehors du social même. Le logement, nous avons échoué. Vous savez, avant, il y avait des lotissements communaux, parce qu'il faut commencer par la terre. Le problème foncier est très grave, vous savez pourquoi? Parce que les précédents veulent que les plus riches veulent s'accaparer de toutes les terres. C'est vrai, il faut le dire également, les plus riches, parce que c'est ce qu'on pense. Et on peut aller plus loin. Il y a des guerres de communautés aujourd'hui où on dit, moi, dans mon village, il y a des communautés qui ne peuvent pas acquérir la terre. Parce qu'on voit ce qu'ils ont fait ailleurs. Moi, j'ai essayé une fois en Koundongo. Le chef est mort, il fallait négocier avec un de ses locataires pour l'enterrer. Et la ville a retrouvé certaines personnes qui, de façon manuelle, ont accueilli des gens qui aujourd'hui les insultent. Ça bloque donc au niveau de l'acquisition des terres où il y a une résistance pour céder les terres, même à l'État. Je rappelle que le problème d'Ambam, c'est bien l'État qui donne la concession à quelqu'un. Les gens sont opposés. Donc nous avons ce problème. C'est vraiment parce qu'on n'a pas fait des politiques publiques qui permettent de tenir compte du véritable niveau de vie des populations. Et il faut le commencer. Parce qu'il n'est pas tard. Le Cameroun a la chance, comme nous n'avons rien fait aujourd'hui. C'est-à-dire, là où nous sommes là, presque rien n'est fait. C'est-à-dire, les logements qu'on a fait ne permettent pas au Cameroun de se loger. Nous pouvons donc, dès aujourd'hui, commencer à nous dire, si nous pouvons commencer par la base. En termes de proposition. Oui. Le Camerounais moyen gagne entre 36 000 et 150 000. Lorsque, dans le calcul, quand on voit le salaire, vous dépensez près entre 20 et 25% pour vous loger. Vous dépensez encore 25% pour vous nourrir. Presque 10% pour vous soigner si vous êtes quelqu'un de robuste. À la fin, est-ce qu'il y a des logements sociaux qui puissent coûter, diviser 100 000 francs par 4, ça fait 25 000. Est-ce qu'une famille normale moyenne, c'est-à-dire un homme, un mari et 5 enfants, est-ce qu'ils peuvent se c'est trop. Non, c'est pas trop. Nous sommes des francs-tours. Est-ce qu'à 100 000 francs on peut se loger à 25 000 francs? On dit non. Ça veut dire que nous sommes trompés. Des deux choses l'une. Où on va baisser quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on fait en subventionnant. M. Bidima a parlé de la tôle, du ciment. L'État doit trouver les moyens de subventionner de manière que ça coûte moins cher. Ou alors, l'État doit relever le niveau de revenus de ceux qui travaillent au moins. Mais au-delà de ça, il y a moins de 300 000 fonctionnaires au Cameroun. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on fait une politique, on pense aux 300 000 fonctionnaires, ça ne veut rien dire. Nous sommes presque 30 millions de Camerounais, il faut loger tout le monde. Et dans ces conditions, je pense qu'il faut s'asseoir. C'est l'occasion encore de s'asseoir. Parce qu'au-delà du code électoral, les autres... Et pour jeter, on va passer à la dernière thématique. Les du pouvoir, les instruments de la vie sont l'eau, l'électricité, la route, le logement. Il faut s'asseoir pour faire des politiques publiques qui permettent véritablement au peuple d'avoir tous ces machines de base, parce que lesquelles, si un homme est mal logé, il ne va pas bien voter. Il va voter avec le pain et la salade. Malheureusement, c'est lorsqu'on est bien logé, lorsqu'on est bien nourri, lorsqu'on a de l'eau, lorsqu'on a de l'électricité, lorsqu'on nous avons des routes, qu'on a que la liberté. Il n'y a que les hommes libres pour discuter le pouvoir. Malheureusement, 80% du Cameroun est encore en place. Merci, chers panélistes. C'était l'autre thématique avec l'habitat social au Cameroun. On va parler encore d'économie ce jour. Parlons de la pénurie de devises. Les entreprises camerounaises se sentent au bord du gouffre depuis quelque temps. Il n'y a pas ces devises sur le marché. Le gouvernement interpatronal du Cameroun a réagi à travers son président qui pense d'ailleurs que si rien n'est fait avec l'appui des pouvoirs publics, on pourrait assister à la fermeture des entreprises au Cameroun et forcément une augmentation assez conséquente du taux de chômage dans notre pays. Excellence Monsieur le ministre, je vous reprends sur la question. À votre avis, la pénurie des devises, c'est vrai que depuis quelque temps, on observe que ça n'avance pas beaucoup. Les entreprises disent ne pas ressentir, ne pas voir l'argent dans le fonctionnement. Est-ce que l'économie est à genoux au-delà de la résilience, au-delà de la pandémie qui a frappé nos États?
comment devrait-on se comporter au niveau de l'État pour que les entreprises privées qui sont là ne ferment pas boutique et aient confiance à l'État? Il n'y a que le gouvernement qui peut tenir en ce moment. Bien sûr, je soutiens la politique publique du gouvernement prônée par le chef de l'État en la matière. Je crois que M. le maire Nyekbour témoignait que quand j'étais ministre des Forêts et de la Faune, j'ai toujours tout fait pour privilégier l'entreprise privée. Puisque je crois que le chef de l'État, c'est ça sa vision politique, c'est-à-dire il faut un État qui doit aller de l'avant avec le soutien du secteur privé. Et donc on doit tout faire pour que le secteur privé soit le locomotive et que tout ce qui freine cette vision politique, on doit essayer de s'assurer que tout est fait pour débloquer cette situation. Je me réjouis du fait que chaque fois, il y a ce partenariat public-privé à travers le Cameroun Business Forum. Toujours avec et justement, le chef du gouvernement... C'est une bonne politique. On doit encourager ce terrain. Et le chef du gouvernement était encore récemment dans la ville de Douala, échangé avec les opérateurs. Et ils ont parlé de l'accélération des procédures, de la mise en place des moyens conséquents. Depuis là, on a comme l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce que finalement on peut parler de l'État qui fait par moment faillite? Je crois que je ne doute pas. Je pense que tout le monde sait, le chef de l'État il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il est sûr, il est certain que le chef de l'État prône cette politique et que le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, est dans cette voie pour s'assurer que tout est fait pour que le secteur privé soit soutenu. Maintenant, c'est sûr qu'il y a peut-être un certain nombre de goulots d'étranglement ou bien de freins, des blocages, mais ces blocages-là, je suis convaincu que tous les problèmes que le secteur privé rencontre, ils n'ont qu'à voir avec le chef du gouvernement et je suis sûr que le chef de l'État est un garant sûr de cette politique économique. De cette politique, et que le secteur privé peut compter sur le chef de l'État dans ce sens. En tout cas, c'est clair, le secteur privé fait part de sa volonté de voir un accompagnement. Roger Justin Noah, le président du GICAM l'a dit à plusieurs reprises, il a fallu que le chef du gouvernement de la République se retrouve dans la ville de Douala, du côté du GICAM, il y a quelques semaines, échanger avec ses opérateurs économiques qui disent d'ailleurs que derrière le Cameroun Business Forum, des points, parfois on peut adopter 18 points, 20 ou 25 points, on n'a même pas la moitié qui sont respectés durant toute l'année et qui a encore des goulots d'étranglement. Donc on parle même de la pression fiscale qui existerait dans la célérité dans les procédures, sans oublier la corruption à ce niveau. Que peut faire l'État du Cameroun pour sauver les entreprises? Parce que ça va mal et quelques entreprises forcément fermeront dans les prochains jours. Bien, je pense que c'est en relation avec le thème que nous débattons simplement. Il faut seulement expliquer que le cri des acteurs économiques sur la question des devises survient du fait de la modification de la réglementation d'échange. Depuis pas mal de temps, un peu plus de 17 ans, on était régi par une réglementation précise, celle de 2000, je pense 29 avril 2000, qui est restée en vigueur jusqu'à sa modification le 21 décembre 2018. Maintenant, cette réglementation-là apporte des changements importants pour les entreprises. Vous saviez qu'avant, moi je vais vous dire, par exemple, à l'époque où j'étais encore actif dans une de mes entreprises, je payais quelquefois mon fournisseur avec ma carte ma Mastercard. À l'époque, c'était un Mastercard d'une des banques locales. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de le faire. Pour ceux qui font de l'économie numérique, vous ne pouvez pas faire plus d'1 million de paiements en 30 jours. Vous ne pouvez pas, c'est compliqué. Maintenant, lorsque vous faisiez de l'importation, de l'exportation, on peut dire que c'est vous qui décidez le moment, n'est-ce pas, d'aller présenter à votre banque les justificatifs nécessaires, ce qu'on appelle l'appurement.
C'est-à-dire que vous présentez le dossier, si vous avez importé, les documents de douane, tout ça. Or, maintenant, la nouvelle réglementation vous laisse 3 mois. Et le problème se pose, c'est que les entreprises se plaignent en disant que 3 mois, c'est peu pour obtenir tous les documents qui nous permettent de présenter pour l'apurement des transferts. Or, la nouvelle réglementation dit que, quelle que soit votre banque, si vous n'avez pas encore apuré un transfert, vous ne pouvez pas faire un autre. Voilà le blocage. Ça veut dire que j'ai mon entreprise, j'ai importé, disons, du pain pour 30 millions. J'ai 3 mois pour apporter tous les justificatifs nécessaires pour prouver que c'était vraiment une importation réelle, pas fictive. Alors, si je ne le fais pas et que je vais encore importer du pain, on est bloqué parce qu'on ne peut pas repartir, même si j'échange de banque, le système est intégré. Aucune autre banque ne pourra pas me permettre de faire la transaction tant que je n'ai pas apuré le précédent transfert. Et là, je suis bloqué. C'est pourquoi vous avez des entreprises comme Sur le Coton aujourd'hui qui crient. C'est-à-dire Sur le Coton a de l'argent, mais se trouve à une possibilité de payer ses fournisseurs. Parce que ça prend du temps pour assembler ce document-là. Quelquefois, ce n'est pas forcément du fait des entreprises. Parce que là, au niveau de la BEAC, on dit non. Si on ne leur donne plus le temps, le GICAM demande 6 mois. Mais la BEAC, on dit non. Si on leur laisse plus de 3 mois, ils ont le temps d'aller manipuler. Comme on connaît parce que ça ne concerne pas que le Cameroun, c'est au niveau de toute la CEMAF. On vous dit ils auront le temps d'aller fabriquer des justificatifs, tout ça. Moi, il faut dire que cette politique a quelque chose de bon. C'est que ça permet... On aura une traçabilité et on peut avoir un regard sur le flux. De mieux gérer, n'est-ce pas, les réserves de devises. Parce que c'est à l'issue des concertations avec le Fonds monétaire international que cette politique a été mise. Mais elle est un peu rigide. Elle risque d'étouffer l'activité économique si les entreprises ne peuvent pas mener. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple très clair pour montrer pourquoi c'est bien. Et même s'il faut améliorer certaines choses. Vous avez entendu parler de Medline dans le cadre de la Covid là. Medline a fait un transfert de 5 milliards de francs CFA. C'est allé dans un compte à Hong Kong. Et ils ont encore voulu faire un autre transfert. Ça a été bloqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a regardé on a vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Parce que vous ne pouvez pas importer les biens de la Corée du Sud, mais on paye le fournisseur à Hong Kong. Ça ne marche pas. C'est pourquoi la BEAC dit il faut qu'on prouve que l'activité est réelle, que c'est une importation réelle. Donc il faut les documents pour ça. Et derrière cela, il y a le gros risque de blanchiment d'argent aussi. C'est ce qu'ils veulent justement éviter. Dans le cas de Medline, c'était plutôt un blanchiment d'argent. De l'argent qui était gagné dans les conditions que l'on sait, mais qu'on envoie hors de pays pour dire qu'on va plutôt importer, alors qu'on est en train d'envoyer l'argent dans le compte de la même personne ailleurs. On sort dans les devises du pays et c'est un problème. Mais elle a quand même aussi apporté cette amélioration parce que, souvenez-vous, à l'époque, on ne pouvait pas sortir du pays avec plus d'1 million de francs, c'est pas de manière légale. Aujourd'hui, vous pouvez légalement sortir, le maximum c'est 5 millions. Donc c'est passé d'1 million à 5 millions de francs. Vous pouvez sortir même les pièces par exemple. Et là, moi j'ai un souci. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré que la réglementation dit qu'on ne peut pas sortir avec plus de 5 000 francs en pièces. Les pièces d'argent. Mais on est étonné de voir les Chinois, tout ça, sortir avec des caisses. Non, dans les bonbons de gaz. Des conteneurs, voilà, c'est le mot que je cherchais, des conteneurs de pièces, c'est un problème. Mais disons qu'il faut qu'il y ait vraiment une concertation entre la BEAC d'une part et les acteurs économiques d'autre part, avec la présence de l'administration, c'est-à-dire le ministère des Finances, pour trouver une issue favorable. Parce qu'en même temps, il faut se dire que nous sommes dans un monde qui évolue. Et nous sommes dans un monde qui évolue. Les affaires doivent continuer à fonctionner. Il faut bien sûr le blanchiment d'argent, tout ça c'est bien, mais en même temps il ne faut pas étouffer l'activité économique. Et surtout que d'aucuns soient engagés pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Le gouvernement peut-être peut revoir la loi, hein, tout on ne sait jamais. Non, le gouvernement ne peut pas le voir parce que ça c'est de la BEAC, donc c'est pas le gouvernement. Bon, ça c'est bien la réglementation de la BEAC. Ça veut dire que la BEAC doit revoir peut-être. Oui, la BEAC doit maintenant avoir des concertations avec le patronat de l'Afrique centrale pour ensemble étudier qu'est-ce qu'on doit revoir là pour que tout aille bien. Mais l'une des conséquences c'est que les entreprises sont asphyxiées dans ces conditions. Même dans le secteur pétrolier, il ne s'en va pas. Lucien Bidima, dans ce climat-là, comment peut-on agir? Est-ce qu'on peut agir politiquement pour influencer au niveau des institutions internationales pour qu'il y ait tout de même des mesures d'apaisement, qu'elles soient revues pour que les économies ne soient pas asphyxiées? D'ailleurs, qu'en Afrique centrale, elles ne se portent pas autant bien. Et le Cameroun peut apprendre cette question. Si vous permettez, je précise qu'à la suite
du lobbying du ministère des Finances, du ministre des Finances de la Guinée équatoriale, les entreprises là-bas ont eu des... Comment dire ça? Des facilités, un assouplissement, des mesures pour ces entreprises-là qui sont de Guinée équatoriale. Mais pourquoi on ne peut pas le faire, étendre ça à tous les acteurs? C'est ça la question, il faut voir, parce que si on fait ça, croyez-moi, les entreprises vont fermer. Ne soyez pas celui qu'on vous dit même que c'est le coton à fermer. Puis s'ils ne peuvent pas importer la matière, ils ne peuvent même pas faire ici, ils vont fermer. Oui, Lucien Midima sur la question. Non, mais je fais confiance au gouvernement. Et ça, c'est très bien que pour une fois, le MRC félicite le gouvernement pour le travail. Non, c'est pas le gouvernement. Nous avons dit que nous ferons un débat. La Guinée équatoriale, pas le Cameroun. Nous avons dit que nous ferons un débat en toute intelligence. Hein. C'est un échange d'idées, c'est pas de bataille politique en tant que tel. Le MRC reconnaît aujourd'hui que c'est un blocage que nous avons au niveau des devises ne concerne pas le gouvernement camerounais d'une manière oui, ça, je suis d'accord. Et ça, c'est très bien de voir ça sur le plan, disons, de la zone CEMAC. Il faut commencer par dire qu'il y a deux manières de financer les entreprises privées au Cameroun. Celles-là qui importent, ils ont suffisamment les problèmes de devises, mais celles-là qui agissent au niveau interne, il y a deux types de problèmes qui se posent au financement à partir de nos banques sur le plan interne. C'est-à-dire que ce soit les microfinances aujourd'hui, que ce soit les banques classiques, mais également au niveau de l'État qui doit payer ses différents fournisseurs. Et je commence au niveau de l'État, je crois que de plus en plus, le chef de l'État a donné des instructions là-dessus. C'est pour cela qu'il y a des concertations au niveau du Premier ministre, chef du gouvernement, avec le patronat camerounais pour voir comment même la dette intérieure peut être payée avec célérité. Je crois que malgré le fait qu'il ne faut pas mettre ça de côté, que le gouvernement se trouve sur plusieurs fronts. Il y a les problèmes de sécurité qui aujourd'hui passent de plus en plus en phase. Le gouvernement de la République doit garantir cela. Mais nous sommes quand même fièrement, quand je dis fièrement, de constater que malgré ces différents problèmes de sécurité qui engagent suffisamment les finances publiques, le gouvernement réussit toujours à agir, à soutenir l'activité économique. D'ailleurs, au niveau des salaires, parce qu'il faut aller dans le sens que quand le gouvernement paie les salaires, ça veut dire que le gouvernement de la République soutient la consommation. Parce que l'activité économique passe par la consommation qui permet l'investissement. Parce que ce n'est qu'en soutenant la consommation qu'on peut agir au niveau de l'investissement. Et c'est l'épargne que les différentes contribuables essaient de faire qui permettent aussi de financer à terme l'investissement par de nombreux crédits. Et là, quand le gouvernement continue à agir, c'est-à-dire sans défaillance, c'est quelque chose à féliciter malgré les problèmes. Mais maintenant, au niveau des banques sur le plan local, il faut continuer à dire que grâce au fait que le gouvernement ne dessèche pas, parce que la majeure partie des dépôts, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau, je parle de la Caisse nationale de prévoyance sociale, nos différents dépôts à terme sont dans nos banques. Et ces banques-là, quand on fait ces dépôts, ça permet de financer l'activité économique. C'est quelque chose qui... Et des banques qui sont d'ailleurs dites sur liquide. Hein. Oui, sur liquide. Bon, alors, ça permet de plus en plus aujourd'hui, moi je suis dans l'activité, je ne suis pas que moi-même je fais les affaires, j'ai des entreprises. Il est quand même viable de constater que quelles que soient les conditions, lorsque vous agissez par exemple avec les mairies et qu'au niveau du budget d'investissement qui continue à être soutenu par le gouvernement, parce que quand vous entendez le budget d'investissement, c'est parce que le gouvernement veut soutenir l'activité privée. Parce que quand on lance un projet d'investissement, ce sont les entreprises privées qui agissent et le gouvernement finit par payer. Et quand il paye, il soutient cette activité. Mais maintenant, maintenant au niveau des entreprises qui exportent, c'est là où il y a les problèmes de devises. Et je suis d'avis, pour une fois nous pouvons être d'avis, avec mon ami du MRC dit qu'il faut un contrôle. Et ce contrôle passe par le fait qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui qu'on ne se retrouve pas avec des pièces d'argent. Et que, en contrepartie, nous connaissons bien qu'il y a des effets de corruption qui sont faits avec nos différents partenaires, je n'ose pas citer les noms, qui prennent toutes ces pièces d'argent pour les envoyer ailleurs.
De notre côté... Mais ce n'est pas les partenaires, c'est les individus. Des individus, je parle des individus. Je n'ose même pas le dire, parce que ça peut confondre. Bon, alors, et je vais de ce côté qui est tel que lorsqu'on décide de mettre une politique au niveau de l'Afrique centrale, il faut aller dans le cadre de nos réalités. La BEAC n'est pas là pour favoriser le goulot d'étranglement. D'ailleurs, même que ce soit au niveau des pièces, que ce soit au niveau des devises, alors il faut même aller au niveau de notre compte qui se trouve au niveau de France, le compte du Trésor, des réserves, etc. Nous avons la possibilité d'agir au niveau de ces leviers. Et là, je crois que la BEAC devait regarder la réalité qui se pose. Et d'ailleurs, je me félicite de comprendre que de plus en plus, d'autant plus que même à la BEAC, le Cameroun a son mot à dire, que le président de la République, peut-être vous ne le connaissez pas, ça peut être en exclusivité, a donné des instructions au ministre des Finances de voir comment ce problème-là peut très rapidement être décanté. C'est pour cela que le Premier ministre, chef du gouvernement, est en partenariat avec le patronat pour recueillir les propositions qui vont dans le sens de dégager ce problème. Alors, mais je peux conclure en disant que le gouvernement est en phase avec l'activité privée, parce que le chef de l'État sait, et il le dit tout le temps, ce n'est pas que la fonction publique camerounaise, ce n'est pas que l'administration qui puisse financer notre économie. Il faut soutenir l'activité privée, parce que c'est grâce à l'activité privée qu'on peut créer des emplois. Quand le chef de l'État vous dit qu'on a créé 500 000 emplois au Cameroun, par exemple. Des bencineurs. Permettez, nous sommes dans une réflexion intellectuelle. Quand il dit qu'on a créé 500 000 emplois, c'est parce qu'il fait que l'entreprise de M. Noir, par exemple, a réussi peut-être à construire 200 de classes et là-dedans, il a recruté tel ou tel nombre de personnes. Tout ça est capitalisé. C'est beaucoup plus l'activité privée, non l'activité publique. Alors, le président de la République, et il faut le dire, le patronat, et ça, je m'en réjouis, que de faire la politique de la chaise vide ou que la politique de la terre brûlée, ou bien d'aller au niveau de la rue, concède avec le gouvernement et qui est apte à faire des propositions avec tout le monde pour que cette activité soit résolue. Et je peux vous dire que c'est aujourd'hui l'un des pans vraiment essentiel pour le chef de l'État qui tente là à dégager la route qui mène vers le développement, et la route là ne peut aller qu'à soutenir l'activité publique. Et c'est qui demande également au Cameroun beaucoup de travail, même de la part des pays membres de la CEMAC. En tout cas, justement, nous parle des efforts avancés. Je ne suis pas d'accord quand il dit que le budget d'investissement, c'est pour soutenir les entreprises. Non, le budget d'investissement, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations en construisant des infrastructures. Et évidemment, on ne peut pas construire des infrastructures, l'État lui-même ne peut pas construire ces infrastructures, ce sont les entreprises qui vont le faire. Ça, et justement, sur la même question... Je vous dis que ce sont les entreprises privées qui participent et sur la même question, et sur la même question, et au budget d'investissement, c'est que le chef de l'État lui-même s'étonne de la sous-consommation des crédits. C'est un paradoxe. Là, bon, c'était juste une parenthèse aussi. Et également le Cameroun qui se bat tant bien que mal avec toutes ces entreprises à se remettre debout. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun frappées, elles ont été déclarées économiquement sinistrées par le chef de gouvernement de la République. C'est plusieurs milliards de francs CFA sur le plan fiscal qui sont perdus par l'État du Cameroun. Ça va forcément pas bien de ce côté-là, même s'il y a encore quelques velléités sécessionnistes qui empêchent le plan de construction mis en place par l'État du Cameroun, dont ce côté conduit par le ministre Paul Tazon. Il y a tout de même qu'il y a des choses qui sont encore à refaire sur le plan sécuritaire. Sylvestre Lebel-Niek, le Cameroun, forcément, lorsqu'on parle de ces devises, on parle de cette pénurie-là, est touché comme parmi d'autres pays de la sous-région Afrique centrale. Mais là, on a peur d'aller vers la dérive, puisque c'est la préoccupation du JICAM, du MICAM, de ECAM et bien d'autres entreprises camerounaises. Va-t-on attendre que le mal ou alors le pire se produise avant de réagir? Sur le plan politique, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à mettre en place par les chefs de l'État de la CEMAC en vue de simplifier les procédures et que la BEAC fasse le travail de manière assez ordinaire et permette que les entreprises camerounaises se mettent à la page naturellement en évitant la corruption? Il faut d'abord comprendre quel est le problème. Parce qu'une réglementation qui change, ça veut dire qu'il y a eu un constat. La vérité, c'est que pendant un certain temps, nous avons fait des transferts pour rien. C'est-à-dire, à un moment donné, sur le plan technique, il y a ce qu'on appelle la masse monétaire. Il y a la réserve de devises. Lorsqu'on se rend compte que la masse monétaire baisse sans qu'il y ait une contrepartie, on se rend compte que les devises partent sans revenir.
qu'on fait des paiements fictifs, qu'est-ce qu'on fait? On demande d'appuyer. C'est-à-dire que vous dites que vous avez commandé des tests Covid. Prenons le cas. Au Japon ou en Chine. Oh, les tests Covid. Vous commandez pour 5 milliards, vous payez pour 15. Voilà le problème. Lorsqu'on le constate, la BEAC peut rester à vous regarder. Non. Malheureusement, le GICAM devrait d'abord questionner ses propres membres en se disant qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'on arrive là? Parce que la BEAC n'a aucun intérêt à limiter les transferts. Aucun intérêt. Le commerce étant libre, c'est la règle de l'OMC. Vous ne pouvez pas limiter les transferts d'un pays à un autre. Les instruments du commerce international sont les virements, les autres, vous ne pouvez pas les limiter. Mais lorsque vous vous rendez compte que l'argent part pour des trucs qui devraient revenir, ça ne revient pas. Soit on exporte les devises parce qu'on a acheté quelque chose, soit on en importe parce qu'on a acheté quelque chose également. Mais qu'on exporte ou qu'on importe, rien ne change, il y a problème. Donc, moi je dis que c'est tout à fait légitime pour la BEAC de limiter, non pas limiter, la BEAC demande de justifier et d'appuyer. Lorsque vous avez fait un transfert pour un paiement, il faut justifier. Dans 92, je rappelle que 92 c'est le dernier paiement également. C'est ça, en réalité, vous ne pouvez pas dire qu'au bout de 92, vous n'avez pas trouvé les moyens. Il se passe simplement qu'à un moment donné, le partenaire fait un peu de l'économie politique. Il faut le dire, hein. Il faut l'économie politique, ça veut dire que la preuve, il refuse certains interlocuteurs, ils choisissent avec qui ils parlent. Le gouvernement peut vous envoyer n'importe qui pour discuter. C'est un problème de s'asseoir pour voir ce qui peut être amélioré. Mais malheureusement, aujourd'hui, moi je salue la mesure de la BEAC, il faut le dire clairement. Maintenant, le problème c'est que le gouvernement a systématisé. Ce n'est pas un peu comme on dit, la dent pourrie peut gâter toute la bouche. Il y a des entreprises qui ont effectivement fait des faux transferts. Il y a des entreprises qui ont blanchi de l'argent. Et justement, c'était là le deuxième volet. Comment on réussit à arrêter ce qui était mal fait par le passé et avoir la traçabilité au départ? Les services fiscaux, les services économiques doivent notamment faire leur travail. De manière qu'on ne punisse pas tout le monde à cause de 2 ou 3 entreprises. Malheureusement, lorsqu'on n'arrive pas à contrôler, parce que la corruption a gangréné tout. Je rappelle que pour exporter quand même, pour faire un transfert, il y a des vérifications que vous faites. Mais le Cameroun est tellement poreux sur le plan financier que je vous dis par exemple qu'on achète pour 5 milliards, on paye pour 15 milliards. Comment fait-on? Malheureusement, s'il n'y a pas un suivi, on va d'abord bloquer pour que les gens se justifient. Moi j'ai dit, ce qui convient de faire maintenant, c'est de ne pas systématiser. De mettre chacun, c'est comme de gérer les entreprises au cas par cas. L'entreprise X a un précédent, elle doit justifier. Cette n'en a pas. Monsieur Ngolengole était au ministère des Forêts, il savait bien qu'on ne peut pas suspendre tout le monde parce qu'on a attrapé des camions de bois volés à droite. Non. Il faut savoir qui a fait ce mauvais transfert, de le sanctionner. C'est pour ça que je dis en République, la loi doit s'appliquer en tout temps, en tout lieu, et vis-à-vis de tout le monde. Malheureusement, faute de pouvoir appliquer la loi pour les fauteurs de troubles, on finit par sanctionner tout le monde. Et c'est ça le blocage. Mais je pense qu'il n'y a pas véritablement le GICAM qui est... Est-ce que pour commencer à voir des esquisses de solutions à cette problématique qui se pose, est-ce que la BEAC ne travaille pas avec le ministère des Finances, par exemple, pour voir en interne, et qu'en interne, on essaye de se rapprocher des entreprises qui sont concernées par la question? C'est ce que la BEAC fait. La BEAC gère la réserve de devises, se rend compte que ça passe, ça ne revient pas. Et un bloc qui vous appartient, vous, le gouvernement camerounais, de gérer vos entreprises qui font les transferts. De manière à savoir que lorsqu'on achète la marchandise à l'extérieur pour 5 milliards, vraiment qu'on paye les 5 milliards. Qu'on ne peut pas les 5 milliards pour payer 15 et garder les 10 milliards à l'étranger. Voilà le problème. J'ai dit malheureusement le gouvernement a systématisé. La mesure de la BEAC, c'est un problème de réglementation. La nouvelle réglementation le permet. Et il ne faut pas la changer parce que sinon, à un moment donné, on va manquer d'argent. Il ne s'agit pas seulement de pièces. On va manquer à un moment de biens. Parce que si tout part, parce que rappelez-vous pour les pièces, le problème de la monnaie en jetons là, c'est que la valeur technique de la monnaie dépasse sa valeur marchande. Lorsque vous prenez une pièce de 100 francs, qui est effectivement faite en argent, si vous fondez le métal, le métal coûte plus cher que la valeur de 100 francs. Sur le plan, bien sûr, sur le plan technique, donc il faut éviter. C'est pour ça qu'ailleurs, il n'y a presque plus de... L'économie du cash est finie. Tant que vous avez une pièce de 100 francs vaut mieux que le chiffre qui est dessus. Ça, c'est purement technique. Le métal avec lequel on fait la pièce de 100 francs, la valeur marchande de la pièce de 100 francs, c'est rien du tout par rapport au métal. Alors, si vous êtes un homme d'affaires futé, un peu rusé, pour ne pas dire malhonnête, vous préférez fondre la pièce de 100 francs et gagner plus d'argent que d'utiliser 100 francs. Donc, il est normal qu'on mette des mesures, mais je dis, il ne faut pas systématiser. Parce que le danger, comme on ne veut pas travailler, qu'on essaie d'identifier le goulot d'étranglement. Il faut effectivement les identifier et ceux qui les causent et sanctionner cela ou de sanctionner tout le monde. Parce que imaginez-vous qu'une entreprise ne puisse pas importer la matière première parce qu'une autre a transféré plus d'argent que de marchandises importées. Ce n'est pas bon. Mais j'ai dit quand même la mesure, pour moi, est salutaire parce que sinon ça protège l'économie.
Ça protège le social, ça protège tout le monde, mais il ne faut pas systématiser. Merci, c'est clair. Et c'est enregistré pour les avancées au niveau de l'économie du Cameroun. Malheureusement, nous allons mettre un terme à cette émission. Nous étions très heureux, toutes les équipes techniques de Cam10 TV qui travaillent au quotidien pour de vous recevoir dans le cadre du débat du dimanche. Merci à Sylvestre Lebel Niek et bonne arrivée à Yaoundé. Ça n'a pas été facile l'entrée de la ville de Yaoundé après un départ de Douala. Merci d'avoir été là ce dimanche avec nous. Merci à Justin Roger-Noir, donc très bonne suite avec votre formation politique et en espérant qu'au niveau de la plateforme, ça va donner des fruits assez intéressants. En tout cas, cette fois-ci, vous avez dit, il y a 2 ou 3 systèmes. Si ce n'est pas ça, il y aura des revendications qui vont passer. Est-ce que l'intention... Donc la stratégie est là, elle est bien pensée et elle sera développée quand cela le permettra. Monsieur le ministre, merci pour ce rendez-vous honoré ce dimanche. Nous souhaitons un bon retour chez vous. Et surtout, plus de négociations avec l'opposition. Nous sommes en 2021, les choses doivent avancer. Et Lucien Bédima, infiniment merci pour ce dimanche. Merci. L'OLDPC est un parti de rassemblement, un parti démocratique qui reste à l'écoute de tout le monde, de la population, et le chef de l'État, c'est son leitmotiv. Mais on ne peut jamais partir d'ici sans solliciter, et c'est très important que la paix revienne au nord-sud-ouest et que le jeune dépose les armes, parce que c'est un combat qui doit être permanent, un combat pour revenir à la paix qui est si chère au chef de l'État, son excellence Paul Biya. On a l'impression que le rassemblement, votre parti rassemble plutôt les détourneurs. Merci à tous. Merci à toutes et merci à vous chez vous d'avoir choisi Cam10 TV ce dimanche. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, forcément de nouveaux invités. On échangera sur les thèmes qui auront marqué toute la semaine prochaine. Ne l'oubliez surtout pas, la rediffusion de cette émission, c'est ce soir à partir de 21h sur cette antenne. Portez-vous bien et excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.